Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Comme à notre habitude depuis quelques semaines, ce podcast vous est offert grâce au soutien de Wodengo, la meilleure marque pour votre équipement lorsque vous entraînez à la boxe. Une marque française conçue par des crossfitters passionnés, à commencer par mon pote Guillaume Magnoua, qui est là pour utiliser à tort et à travers tous les équipements qu'il propose sur le site www.wodengo.com. On en profite également pour dire que puisqu'ils nous soutiennent et que vous aussi vous nous êtes fidèles, et pour vous remercier de votre soutien, les gars, vous n'hésitez pas, lorsque vous allez sur le site de Wodengo, vous rentrez le code Shaker15 et avec ça, les mecs, non seulement vous aurez plus de trous dans vos minettes, mais en plus de ça, ça va vous coûter 15% moins cher. Et ça, quand même, c'est pas dégueulasse. Shaker15 pour vos petites emplettes. Maintenant, je pense que vous avez compris le message. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir avec moi un ami de longue date que vous voyez tout de suite sur votre écran. Si vous êtes dans le milieu du fitness, notamment sur l'Île-de-France, il est fort probable que vous ayez déjà croisé cet individu sur votre route. Son nom, c'est Thomas Tapti. Tom, ça va ou quoi? Bien et toi, comment ça va? Ouais, ça va, t'as vu, j'ai fait mon intro un petit peu de mec sérieux. J'ai vu, c'était top. Ouais, écoute, j'essaye. Et puis maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut reprendre le déroulé normal du podcast. C'est-à-dire, en fait, tu vois, tu peux, si tu veux, partir en roue arrière. Voilà, et dire ce que tu veux et sans aucun filtre. Plus de filtre alors. Non, plus de c'est filtre. parti. Amigo alors. C'est juste que j'essaie d'avoir l'air d'un mec un peu processé. Disons, c'est sympa cet environnement là pour enregistrer un podcast. Ça change un petit peu. J'aime bien le côté un petit peu là, les petites fleurs séchées là. Ça, le côté herbier, tout ça, ça me plaît bien. Les moulures aussi. Franchement, c'est pas tous les jours que je vais dans un appartement haussmannien pour enregistrer un podcast. ça sent pas la transpiration en plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Heureusement, je peux pas le montrer à l'image, mais heureusement que tu as posé ton vélo ici à droite, parce que là, tu viens d'où comme ça là? Là, je viens du Plessis-Robinson. Ok. Donc, c'est combien de temps de vélo pour venir? Alors, tu as à peu près une dizaine de kilomètres. Et du coup, en moyenne, moi, ça me prend une vingtaine de minutes, quoi. Ok. Et en plus, là, aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas essayé de t'accrocher une voile à ton vélo? Parce que c'est le jour de la tempête, les gars. Donc, là, il y avait des grosses bourrasques devant, ouais, effectivement. Ouais. J'ai cru que j'allais m'envoler. Moi, je serais parti en mode kitesurf. En plus de ça, Thomas, vous le savez pas, mais c'est genre un mec, comment expliquer? Apparemment ultra clean, ultra carré, genre il boit même pas de café. Donc il m'a demandé si je buvais ça. J'ai dit bah ouais, moi j'ai eu la gentillesse de lui en acheter un. Et du coup, c'est mon deuxième café là en 4 secondes. Ce qui est plutôt cool. Et ce qui me change de mes sponsors en termes de boissons, lorsqu'en général je fais un podcast, c'est plutôt des boissons de récupération pour mec fit, tu vois, ou alors je déclare pas et c'est de la binouse, mais vu qu'on voit pas toujours à l'image, ça passe. Et là, du coup, au niveau de la caféine, t'es comment? Oh bah là, ça va. Franchement, j'ai pas de soucis. Moi, c'est pour ça que j'évite, parce que franchement, tu me donnes ça, laisse tomber en fait. Franchement, là, je serais en train de sauter dans tous les sens. Thomas, on peut un peu, pour poser un peu le contexte de cet épisode du podcast, parce qu'on va parler de ce que tu fais aujourd'hui, toi, en tant que professionnel dans le monde du fitness. Mais au-delà de ça, moi, j'aimerais qu'on discute parce que toi et moi, en fait, on se connaît depuis longtemps, en fait, au final. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on se croise. Ça fait déjà pas mal de temps en plus qu'on avait cette idée de vouloir faire ce podcast ensemble. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir partager ce moment. Et je pense qu'on s'est entrecroisés. Moi, j'ai eu l'occasion de faire 2 fois des formations en CrossFit. C'est là où je t'ai vu. J'ai aussi la chance de te former au départ, quand tu as passé ton BPGEPS, il y a quoi, 10 ans de ça? Ouais, un truc comme ça doit être 2014, je crois, donc bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, ouais. Et c'était ma première promo. Donc voilà, et je pense que malgré le fait qu'on évolue dans des univers complètement différents, je pense qu'on a déjà on a à peu près le même âge, on est de la même génération, donc on a des codes, je pense, qui sont très similaires. On pourra les évoquer en l'occurrence lors du podcast. Tu veux dire comme de croire que Under Armour c'est une marque stylée? Par exemple. C'est un truc de vieux, ça. Hein. C'est un truc de vieux, effectivement. Je pensais plus à Sangoku, tu vois, les Chevaliers de Zodiac, plus des choses comme ça, tu vois. Ok. Mais du coup, ouais, l'objectif là, c'est d'évoquer un petit peu des choses qui me sont chères au niveau de l'entraînement. Est-ce que ça t'embête si on fait un... Moi, j'aime bien, lorsque j'interviewe quelqu'un sur un podcast, c'est un peu lui donner l'opportunité aussi de se présenter ou de raconter sa genèse, et notamment sa genèse vis-à-vis de l'activité sportive. Et en plus, ça va me permettre d'apprendre des choses, parce que Thomas, il aura l'occasion sans doute d'en parler, mais moi, d'un œil extérieur, alors déjà, je tiens à dire que si
mon année de BPGEPS, c'était ta première année de formateur. Crois-moi, mec, t'es le roi de l'intox parce que à aucun moment j'ai senti que c'était ta première année de formation. C'était vraiment incroyable. Autant si je suis complètement transparent avec toi, d'Abaya, ce grand haltérophile, j'ai senti que pour lui, c'était pas une promenade de santé. Mais alors toi, vraiment, tu m'aurais dit que tu faisais ça depuis 10 ans, j'aurais dit ok, pas de problème. Mais en tout cas, voilà, moi, Thomas, j'ai toujours accroché avec toi pour plein de raisons. Mais la première raison, c'est que j'ai le sentiment que tu as toujours été quelqu'un d'un peu autodidacte, ce que moi je respecte, de passionné, ce que je respecte énormément, de bosseur, et quand même de très éclectique. C'est-à-dire que si vous allez regarder sur son compte Instagram qui s'appelle Wild Soul Trainer, genre l'entraîneur qui a l'âme sauvage, et ben vous verrez qu'il fait plein de trucs, ce mec. Il a pu faire de la transformation physique. Du coup, il a eu un moment donné où il avait vraiment presque un physique de bodybuilder naturel. Il a fait de la gymnastique. Il est capable de se déplacer comme un mec qui ferait du parcours. Il fait de la force. On reviendra là-dessus. Il a eu de la curiosité un petit peu vis-à-vis du CrossFit, etc. Et même de la calisthénie, voilà, en général. Et donc, voilà, moi, j'aimerais comprendre un petit peu d'où est-ce que ça vient, tout ça, ton approche de la pratique physique. Ah bah déjà on va pouvoir assez vite rebondir sur les héros qu'on partage parce que en fait moi en fait comment ça a commencé globalement depuis que je suis petit j'ai tendance à être quelqu'un d'un petit peu hyperactif. Alors aujourd'hui on met un peu ce mot à la va-vite, hein, hyperactivité, mais en fait c'est juste que j'ai besoin de me dépenser en fait, aussi simplement que ça. Et donc du coup l'idée de mes parents c'était pour pas être fatigué par mon énergie, c'était tout simplement de me faire des activités physiques et sportives différentes chaque année en fait. Donc j'ai eu l'occasion finalement assez rapidement en tant qu'enfant de toucher un petit peu à tout type d'activité physique. Par rapport à ça d'ailleurs, je pense que c'est une bonne façon en fait d'éduquer sportivement son enfant plutôt que de le laisser dans un sport, d'utiliser le sport plutôt comme un outil, un levier pour développer des qualités physiques, plutôt que vouloir être spécifique tout de suite. Mais bon, ça, on pourra à la limite en reparler aussi. Et du coup, j'ai eu cette chance de faire un petit peu différents types d'activités, différents types de sports. À un moment donné, les sports plutôt acrobatiques, type gym ou parcours, m'ont beaucoup plu parce que à l'époque, mes héros, c'était Jackie Chan, Sangoku. Donc du coup, mon objectif, c'était un petit peu d'être un super-héros. Et c'est ce qui m'a drivé jusqu'à mon adolescence. Et progressivement, dans mon parcours sportif, j'ai été amené pour plusieurs raisons à vouloir toucher un petit peu à tout et à vouloir essayer de savoir c'est quoi la prochaine chose que je pourrais faire qui pourrait m'apporter des choses en tant que sportif, en tant qu'athlète, et aussi essayer d'avoir davantage de connaissances en tant que coach sportif aussi. Si je peux résumer un petit peu, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais poser une question avant qu'on avance sur des sujets vraiment pro. Est-ce que, et vous, ça vous concerne aussi si vous êtes chez vous, c'est pour savoir à quel point on a des points communs ou pas. Est-ce que, comme moi, lorsque vous étiez plus jeune, notamment dans l'arc de boue de Dragon Ball, vous avez essayé, comme Videl, de tenter de matérialiser de l'énergie entre vos mains en vous concentrant très fort et en contractant vos doigts? T'as déjà essayé de faire ça? Moi, j'ai déjà essayé de faire ça. Ouais. Ok, c'est pour voir ton niveau de gravité intellectuelle. Ça compte aussi si vous avez déjà tenté de former un orbe tourbillonnant, comme Naruto. Je vous garde dans ma bande. Par contre, si tout ce que vous avez tenté de faire, en lien avec le village de Konoha, c'est tenter l'attaque sexy méta pour changer de sexe par une opération magique, sachez que je respecte vos choix, mais que c'est moi ma sensibilité. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Ok. Bah oui, effectivement, ça nous fait pas mal de points communs. Et donc, du coup, à quel moment je parle aussi de ton aspect un peu holistique, à toucher plein de choses, on va revenir dessus, mais il n'y a pas que l'histoire de ton chemin à toi dans ton développement physique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai d'ailleurs l'impression que ça s'est un petit peu calmé depuis que ta vie aussi elle a évolué, mais pendant très longtemps, moi, le sentiment que j'avais lorsque je te regardais, je disais, ouais, Thomas, c'est un ouf. Il travaille comme un malade mental pendant 3 mois, notamment à l'époque à LCT avec des clients avec qui tu arrives à avoir de belles modifications physiques. On aura l'occasion d'en reparler. Ça peut être intéressant d'expliquer un peu sur quel levier tu jouais. Et ensuite, bam, tu partais à l'autre bout du monde. J'ai l'impression de te voir dans un endroit paradisiaque avec ton sac à dos sur le dos, revenir, retaper 3 mois de boulot, etc. Donc finalement, le voyage chez toi, il n'était pas que physique. Non, ouais, effectivement, c'est assez intéressant ce que tu dis. Le voyage et l'expérimentation, si je puis dire, l'exploration, parce que j'aime bien ce terme d'exploration, c'est quelque chose qui est un petit peu complètement intrinsèque en moi.
dans tous les domaines. Effectivement, à cette époque-là, j'étais amené à partir en moyenne 16 semaines par an pour voyager. Donc, je travaillais effectivement comme un Chinois à fond, avec sur mon petit vélo partout dans Paris. J'allais à gauche, à droite, etc. Et en faisant des formations. Et après, du coup, je déconnectais complètement. Ce qui, en vrai, est super intéressant, on va dire, pour moi en tant qu'individu, pour me ressourcer, mais ce qui a été très compliqué pendant des années dans l'objectif de vouloir être un businessman, de construire des choses, parce que du jour au lendemain, tu laisses un petit peu tes clients, donc c'est pas forcément toujours facile, il faut en avoir conscience. Mais à l'époque, c'était pas ça mon objectif principal, en fait. Et c'était quoi ton objectif principal? D'explorer, de découvrir, d'essayer d'avoir un maximum d'expérience, parce que tout type d'expérience que j'ai pu avoir, c'était toujours rapporté à cette quête et à cette recherche de vouloir absolument être polyvalent, d'essayer de comprendre c'est quoi la prochaine chose que je peux faire, comme je t'ai dit, c'est quoi la prochaine action que je peux mettre en place, qui va pouvoir me rapprocher un petit peu de... alors, ça paraît un petit peu fou comme ça quand on en parle, mais de ce niveau un peu de super guerrier, super saiyan niveau 5, tu vois. Donc, ça a un peu changé, mais ça reste là. Non, mais je vois très bien parce que moi, tous les pairs, entre guillemets, que j'ai eu dans le monde de l'entraînement, sortis des sports de combat, ok, et des arts martiaux, c'est très différent, mais en tout cas, dans la culture physique au sens large, c'est beaucoup des mecs qui aujourd'hui sont encore un peu plus âgés que nous, tu vois, qui ont une cinquantaine d'années, etc. Et très vite, malgré tout, il y avait cette espèce d'histoire de code. Alors attention, en fonction de l'âge des mecs, là j'ai parlé de Naruto, c'est si vous avez maintenant 30 balais, peut-être qu'il y a de nouveaux super-héros, de nouvelles figures que je ne connais pas pour ceux qui ont 20 ans. Peut-être One Punch Man, encore même One Punch Man, c'est un truc de vieux. Ouais, c'est un truc de vieux. Mais les mecs avant, ils voulaient de la cosmo-énergie, tu vois. Je connais un mec qui s'appelle Jimmy, je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais c'était un type qui s'entraînait tout le temps dans l'une des mêmes structures que moi. Et tout le monde l'appelait Cyborg parce qu'à 40 balais, il avait un physique absolument incroyable et qui touchait un peu à tout. Il faisait du penchak, il faisait de la course, il faisait de la musculation, il faisait du body. Ce mec vraiment était fou. Il a beaucoup contribué à mon évolution sportive, notamment sur la question de la longévité. Parce que moi, venant des arts martiaux, je pensais qu'à 30 ans, franchement, tu étais bon à jeter au rebut. Mais aussi parce que j'ai démarré tellement jeune que quand tu as 13, 14 ans, quand tu vois un mec de 30 ans, tu dis, ah, ok, lui, il est au bout du chemin. Alors qu'au final, pas du tout. Et aujourd'hui, Jimmy, pour être encore en contact avec lui, il a 52 ans et il tient une forme absolument incroyable. Si vous cherchez à le rencontrer, ce mec-là, il faut aller à Bussy-Saint-Georges. C'est le Tismé beau gosse qui s'entraîne à la course à pied avec, avec une combinaison moulax de l'équipe de France d'athlétisme. Ah ouais, à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Il fait ça et puis il passe dans tous les commerces de proximité pour être sûr qu'il peut faire un clin d'œil à la boulangère, à la coiffeuse. Tu vois, il a conscience qu'il est fit, non, t'inquiète, il a très conscience. Et après, j'ai rencontré un autre mec qui est un peu une version extrême de toi à cette même époque, notamment quand je m'entraînais du coup dans la structure du GPSR. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, le GPSR, c'est les mecs qui assurent la sécurité pour la RATP. C'est une force de sécurité privée, entre guillemets, qui a beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, c'est des gens que vous avez retrouvés, c'est des gens assez policés, pas forcément très athlétiques. C'est plus une obligation comme ça l'était auparavant. Mais pour ceux qui sont là depuis 20, 30 ans, franchement, le profil, c'était est-ce que tu es un ancien Milouf? Est-ce que tu es titré dans un sport de combat ou est-ce que tu fais rep? Voilà, c'était les 3 critères pour rentrer. Mais parce que seuls les gens nés dans les années 70-80 le savent, tu as quand même des moments dans Paris ou notamment Châtelet-Léal et d'autres coins, c'était pas hyper safe. Et donc, à un moment donné, ils ont dû mettre ce truc-là en place. Et ces mecs-là sont toujours là. Et un des mecs qui avait là-bas qui me fait un peu penser à toi, c'est un mec qui s'appelait Titi. Et que tout le monde appelait Machine, toujours des petits surnoms pas du tout abusés. Et ce mec-là, il était incroyable parce que moi, quand je l'ai rencontré, il était à fond dans le body. Ok. Et quand je dis à fond dans le body, ne me forcez pas à expliciter ce que je suis en train de dire, mais n'oubliez pas qu'on parle d'une discipline dans laquelle le leitmotiv est si t'es pas prêt à tricher, c'est que t'as pas vraiment envie de gagner. Donc quand je dis qu'il était à fond dans le body, c'est qu'il faisait tout ce qu'il avait besoin de faire pour arriver au résultat escompté en termes de modification corporelle. Et il était vraiment énorme et sec pour le coup. Franchement, tu pouvais mettre tes wads entre ses pecs. S'il contractait, tu pouvais glisser le bout de tes doigts en dessous des faisceaux du pec. Ça vous donne à peu près le niveau. Ouais, il y a vraiment un physique. Titi, si tu écoutes ce podcast, tu avais un physique incroyable. Là-dessus, il s'est blessé au boulot, il s'est fait mordre. Non, il s'est pas blessé tout de suite, mais à un moment donné, il a été au bout de ça. Et il s'est dit, OK, je vais apprendre l'anglaise. C'était vraiment un surdoué du sport. Et vu qu'il y avait beaucoup de mecs qui étaient forts en sport de combat à l'époque au GPSR à KP, il s'est mis à la boxe anglaise. Et je dis pas que c'était un grand boxeur d'anglaise. Mais si tu le voyais faire du shadow, si tu le voyais faire du sparring, etc., ou faire du sac, il avait
18 mois de temps, tu vas choper toute la gestuelle, le coup d'œil, etc. Vraiment d'un mec qui aurait eu l'air d'avoir 7-8 ans d'anglaise dans les pattes. Et à un moment donné, au boulot, il s'est fait mordre, ok, la main. Je ne sais pas exactement le détail de l'histoire et ça n'a que peu d'importance, mais quoi qu'il en soit, boxer, on oublie, soulever des haltères, on oublie. Et donc, il est revenu à ses premières amours que moi, je ne connaissais pas. Et ses premières amours, c'était en fait le triathlon. Ok. Ok, et c'est le genre de mec, quand il s'est remis au triathlon, il a enquillé dans la même année peut-être l'équivalent de 3 ou 4 Ironman, tu vois, sans réfléchir. Mais du coup, à chaque fois, il a eu cette recherche, quand il est rentré dans un domaine sportif X ou Y, vraiment d'aller à l'extrême, en fait, dans sa quête, ce qui en plus était parfois comique dans l'application, enfin, dans les conséquences que ça pouvait avoir sur sa vie sur le terrain. Pourquoi? Parce que autant quand il était bodybuilder, franchement, personne n'avait envie de le faire chier, tu vois. Mais quand il était triathlète et que donc il était passé peut-être de 95 kilos de masse corporelle sèche à moins de 70, sans changer d'uniforme, c'était drôle parce que lui, ça se voyait que son comportement, il était toujours sur l'époque où il était absolument monstrueux. Et du coup, en face, des fois, ça générait des situations cocasses parce que les mecs devant n'étaient pas, tu vois, forcément spécialement impressionnés, ni rien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un peu le genre d'individu que moi j'ai eu la chance de croiser et toujours eux aussi dans cette espèce de délire, tu vois, de dire ok, on va développer une condition physique incroyable entre guillemets pour devenir, je mets beaucoup de guillemets parce qu'il y avait toujours eu beaucoup de second degré dans tout ça, mais pour devenir un peu des super-héros quoi. Et donc je me reconnais assez là-dedans, je trouve ça assez drôle. Et ouais, tu vois, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que ça m'a fait penser à une chose. Genre, moi, j'ai mon meilleur ami, on est un petit peu pareil aussi là-dessus. Alors, pas forcément au niveau sportif, mais c'est en fait, des fois, en fait, le caractère que tu as et que tu vas adapter dans le sport, c'est tout simplement un attrait de ta personnalité qui se fait dans plein d'autres domaines, tu vois. Mais je dirais jusqu'au boutiste, tu vois, le côté vraiment jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que tu as des personnes qui, quand ils marchent, quand ils voient une montagne, ils vont en haut de la montagne. Une fois qu'ils arrivent en haut de la montagne, ils se disent, OK, c'est bon, je redescends. Et tu as d'autres personnes qui se disent, OK, mais il y a quoi derrière l'autre montagne que j'ai vue là-bas derrière? Et du coup, bah, tu prends tes affaires et tu veux aller chercher derrière qu'est-ce qu'il y a plus dans cette montagne. Et c'est une quête sans fin. En la réalité, c'est que c'est une quête sans fin. Mais des fois, le fait que ça soit une quête sans fin et que tu en as conscience, bah, ça te permet d'aller très très loin. Versus le fait d'avoir à chaque fois un objectif qui est déterminé. Et quand il s'arrête, bah, des fois, tu es frustré parce qu'en fait, c'était ça ton objectif et t'as pas d'autre chose derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que moi, j'ai cette chance-là un peu, c'est que j'ai jamais été frustré d'atteindre un objectif parce qu'en fait, une fois que j'ai atteint cet objectif-là, je me dis, oh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vois, ce côté jusqu'au boutiste un peu. Et, est-ce que c'est le sentiment que tu as eu au final dans ton parcours, je vais pas dire de coach pour l'instant, mais je veux dire d'athlète au sens large, hein, juste quelqu'un qui fait bouger son corps dans l'espace. Est-ce que tu as eu le sentiment finalement d'aller au bout un petit peu de chaque chose que tu as cherché à explorer, même si c'est pas au bout de la performance absolue, mais au bout du chemin que tu as besoin d'y faire, quand tu as fait de la gym, quand tu as fait peut-être un peu de parcours, quand tu as fait un peu de bodybuilding, si on part vers cette transformation physique-là. Alors, au bout, non, parce qu'en vrai, le problème, c'est que si je m'étais limité à ça, bah, j'y serais encore aujourd'hui en train de faire cette discipline-là. Tu vois ce que je veux dire? Si je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Par contre, je suis allé jusqu'au bout de l'expérience que je voulais avoir et notamment des connaissances que je voulais avoir pour pouvoir, en fait, continuer mon chemin. Est-ce que tu peux me confirmer, mais à l'époque où moi j'ai passé le BP ou peut-être un petit peu après, il n'y avait pas une histoire comme quoi à un âge X ou Y, tu voulais entre guillemets te lancer le challenge de faire tel poids? Il n'y avait pas une histoire comme Si, ça? oui, il y avait une histoire comme ça, ouais, c'est vrai. Genre, tu parles sur sur les mouvements un peu de base ou Non, juste le non, poids de je, corps. je parle de ton poids de corps. Tu n'avais pas une histoire comme quoi tu voulais, je sais Ah si, plus. si, 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 à un moment donné, je m'étais fixé, non mais c'est vrai ce que tu dis, je voulais à un moment donné arriver à 100 kilos en fait. Et bah, c'était à l'époque où j'étais un petit peu plus dans le body, etc. Et en fait, un matin, bah, je me suis levé, et j'étais à 100 kilos parce que j'avais fait un gros cheat meal et qu'à l'époque, je m'entraînais de ouf et tout. Mais en fait, une fois que je suis arrivé à ça, en fait, that's it, tu vois. Genre après, le lendemain, en vrai, 3-4 semaines après, j'avais recommencé à faire un peu plus d'endurance parce que ça m'a amené aussi pas mal d'autres limitations, le fait d'être à ce niveau-là. Et j'avais très vite reperdu, c'était quelque chose d'éphémère, hein, tu vois, j'avais très vite reperdu 3, 4, 5 kilos. Et l'année qui a suivi, bah, j'étais redescendu à mon poids de forme qui était plus autour des 87, 88, tu vois. Mais c'est pas grave, en fait, tu vois. Effectivement, des fois, tu te dis, ah, et souvent, on regarde beaucoup le passé, tu vois. Et c'est normal, hein, c'est compréhensible, mais à force de regarder le passé, t'es dans l'inaction. Et moi, je suis plutôt d'avis qu'il faudrait essayer de regarder bah, devant et qu'est-ce que tu peux faire après et pas s'arrêter vraiment à l'instant présent. Et une fois que tu as savouré ton instant présent, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, ok, bah vas-y, c'est quoi? Vas-y, next, c'est quoi le prochain truc à faire, quoi?
Et pour ceux qui écoutent, hein, quand il était à 100 kilos après un cheat meal, croyez pas qu'il s'est transformé en berlingot. Hein. Il était à 100 kilos, galbé comme Optimus Prime, le mec. C'est gentil. Ouais, ouais. Je me rappelle un peu de cette époque-là. Non, mais c'est cool parce que ça veut dire que tu as mené un certain nombre d'expériences. Tu dis que tu avais une recherche à l'intérieur pour acquérir des connaissances. Prenons cet exemple concret. Je sais que, du moins à l'époque où on s'est rencontrés, tu étais vraiment réputé pour le travail de suivi que tu faisais pour obtenir des modifications physiques, ok, auprès de tes clients. Je sais que tu agissais sur beaucoup de choses, hein, sur leur régime d'entraînement, sur leur alimentation, etc. En quoi finalement ces expérimentations que tu as menées sur toi, est-ce que finalement c'était possible pour mieux servir les clients que tu avais à l'époque? Il y avait cette dimension-là ou pas vraiment? Alors, oui et non. C'est-à-dire que au départ, quand j'ai commencé, pas du tout. Et au fur et à mesure, effectivement, les prochaines expérimentations que je faisais, c'était pour me dire, OK, bah là, il manque des cordes à mon arc. Si je vais pas tester ça et voir ce que ça donne et voir le côté pratico-pratique, parce que c'est beau la théorie, hein, mais à un moment donné, il faut savoir se mouiller. En tant que coach, c'est important, je pense. Et ben du coup, c'est quoi l'expérience que je vais en générer? Après, la réalité, c'est que l'expérience que j'en génère, elle est propre à moi-même. Ce qui va être important, c'est la capacité à analyser et essayer de voir comment ce que tu as vécu, tu peux essayer un petit peu de le faire comprendre à la personne, de l'adapter aussi en fonction de l'individu, parce qu'il y a quelque chose auquel il faut faire un petit peu attention en tant que coach, je pense, c'est d'éviter d'être trop biaisé parce que nous, on aime et ce qu'on fait, tu vois. Et ça, c'est important. Souvent, on a tendance à le faire, ce qui est normal, c'est humain, mais il faut essayer d'avoir un petit peu de recul et de se dire, bah, pour le coup, je suis pas biaisé par ce que je fais à l'instant T. Par contre, comme j'ai fait des expériences qui se rapprochent de l'objectif de mon client, eh ben, j'arrive un petit peu à comprendre ce qu'il recherche, tu vois. Versus quelqu'un qui viendrait vers toi, je te dis un exemple, qui veut absolument une transformation physique, et toi, dans ta tête, tu dis, ouais, mais bon, la performance, en fait, c'est plus important que la transformation physique. Sauf qu'en réalité, ton client, à l'instant T, c'est ce qu'il veut, tu vois. Donc c'est aussi important mais si tu l'as vécu et que tu l'as fait, tu dis, OK, je comprends ce que tu veux, il n'y a pas de souci, viens, on y va, on va ensemble, on va voir ce que ça donne. Et sur le passage, bah, tu essayes de faire en sorte quand même que ça soit pas un gros bout de viande qui bouge pas, tu vois. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Je pense que t'as déjà bossé avec des acteurs de cinéma? Ouais, j'ai déjà bossé avec quelques acteurs pour des transformations physiques, ouais. Ok, parce que c'est sûr, je pense que c'est exactement un peu le mindset, tu vois, que tu peux avoir envie de développer. Moi, je rêverais de faire ça. Tu vois, en fait, dans les choses que j'ai évoquées, moi, j'ai un de mes potes, il a failli s'occuper de l'entraînement de Tom Hardy pour Venom 2. Énorme. Ah ouais, ouais. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et j'en profite, ce sera dans les recommandations, mais j'ai écouté il y a pas très longtemps un podcast qui s'appelle Stéroïde, qui est juste un podcast de fanboys sur tout ce qui est le monde de l'action des années 90, 2000, etc. Et il y a un épisode avec Jess Lodin. Ok. C'est un ancien combattant du UFC, etc., français, avant la génération d'aujourd'hui, et donc qui est aujourd'hui reconverti dans le cinéma. Mais tu vois, on parle beaucoup des fois du coaching pour de la performance athlétique, etc. Moi, je pense que le coaching, c'est vraiment, notamment le coaching one-to-one, indépendamment de la perf, c'est intéressant quand la personne avec laquelle tu travailles, avec elle, tu as réussi à définir clairement c'est quoi son objectif. Et qu'une fois que tu as un objectif, peu importe lequel c'est intéressant. Et je trouve que potentiellement travailler avec un acteur, ça doit être passionnant et challengeant en tant qu'entraîneur, parce que non seulement tu as un objectif, mais tu as une deadline. Tu vois. Et donc, moi, j'avoue que si un jour j'avais cette opportunité, je serais hyper heureux, même gratos, ok, de travailler avec un acteur, juste pour voir si moi-même, en termes d'entraîneur, je serais capable de lui permettre, tu vois, d'atteindre le résultat escompté dans le temps imparti. Je Bah là, pense je pense qu'il y a pas mal de personnes qui t'écoutent et je pense que tu risques d'avoir des demandes. Donc, tu vas pouvoir vivre cette expérience qui, je pense, est très importante en tant que coach, comme tu le dis, autre que les expériences que mon client bouge mieux, machin et tout. Mais ça, c'est des choses des fois qui sont aussi très abstraites et qui mettent du temps. Mais ces expériences, ce chemin et ce que tu vis quand même comme moment un petit peu avec cette personne-là sur une courte durée, en fait, en réalité, parce qu'on en a tous conscience que c'est éphémère, ce genre de transformation physique. Même malgré le fait qu'elle soit pas très bien vue aujourd'hui dans nouvelle époque 2020, où on te dit, bon, attention, il faut être sain, il faut machin, ceci, cela. En vrai, franchement, c'est une expérience de ouf pour la personne et pour la personne qui coach. Mais du coup, une fois qu'elle est atteinte, bah, tu as une satisfaction énorme, parce qu'en fait, tu es arrivé un petit peu en haut de cette montagne. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir un nouvel objectif derrière, tu vois. C'est que il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première chose, c'est ce que tu as pu expliquer sur le fait que expérimenter sur toi-même, ou du moins vivre des expériences, finalement, ça t'aide à transférer auprès de tes futurs clients ou tes futurs athlètes. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je parle souvent en level 2, mais je le dis et je le répète, si vous êtes coach et que des fois vous avez un peu deux, trois croyances limitantes, de penser notamment, ouais, parce que je suis pas capable de faire ça, je serais pas en mesure de l'enseigner, etc. Alors ouais, il faut quand même
un moment donné, il faut sortir les doigts, il faut envoyer, faut, selon moi, hein, si, notamment dans le monde du CrossFit, si tu es toujours en train d'esquiver l'intensité et que tu connais pas ce qu'on ressent quand on fait un Fran ou un Karen, bon bah franchement, qu'est-ce que tu fous là? Mais à l'inverse, c'est plus parfois dans l'expérimentation de la difficulté et de ce qu'on met en place pour la surmonter que véritablement on retire des enseignements qu'on peut transférer aux autres. Putain, moi j'ai galéré, je raconte souvent cette histoire, mais moi j'ai galéré avant de faire mes premiers ring muscle up ou mes premiers double under, vraiment, vraiment plus que la moyenne. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me permet souvent de trouver des tips qui vont fonctionner auprès des gens, puisque j'arrive à m'identifier davantage, tu vois, aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est le point numéro un. Et ensuite, tu vois, tu parlais du fait que oui, parfois avec les clients, on va avoir un changement qui est éphémère si jamais on part sur ce truc-là, mais que pour autant, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'on a en tant qu'entraîneur. Une nouvelle fois, là, je rebondis par exemple sur Tom Hardy. Ok, je ne connais pas tous les détails de sa life. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que quand il était jeune, il était quand même plus proche de l'alcoolisme et des polyaddictions, tu vois, que du grand athlète. D'accord. Ce mec-là, il fait Bronson. D'accord. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, je le recommande. Moi, la dernière fois que je l'ai regardé, c'était à Noël, parce que je suis un mec chelou. Mais ça raconte l'histoire du prisonnier britannique qui a coûté le plus d'argent au système pénitentiaire anglais. Ok. Et c'est un type un peu fou, très violent, qui finalement s'est retrouvé à être plus heureux en prison qu'en dehors de prison, à cause de notamment son rapport à la violence. Et il devait faire l'objet d'une libération conditionnelle à la plus de 70 ans, qui lui a été refusée par le gouvernement parce qu'ils sont intimement persuadés qu'une fois dehors, ok, il va repartir dans ses vieux travers. Et d'ailleurs, quand son équipe de foot favorite n'a pas gagné, quelques mois plus tard, à plus de 73 ans, il a de nouveau tabassé tout ce qu'il a pu tabasser dans la prison. Donc pour ce rôle, Tom Hardy a dû prendre énormément de poids et devenir balèze. Ok. Première transformation physique. Le film est un succès. Tom Hardy, tout le monde se rend compte que c'est un acteur puissant. Et il repart sur autre chose. Ensuite, il fait Bane. Ok. Batman. Tout le monde est conscient à ce moment-là de l'importance de sa modification physique. Donc il arrive, il fait Bane, ok, c'est incroyable, il prend du poids et compagnie, et il repart encore sur autre chose. Mais à partir de là, ça devient un peu, mine de rien, sa marque de fabrique, tu vois, que de dire, ok, potentiellement, je peux avoir l'air balèze, et il enfonce le clou avec un film, si jamais vous l'avez pas vu, qui est vraiment bon, qui s'appelle Warrior, ok, où il joue le rôle d'un combattant UFC. Il y a Nick Nolte. De toute façon, s'il y a Nick Nolte dans un film, vous devez regarder ce film. C'est vraiment un très bon film. Je crois qu'il y a aussi Frank Grillo qui a un second rôle, il joue le rôle d'un coach et tout. Vraiment, c'est top. C'est un super film. Et là, et pour moi, ce film-là, c'est un tournant. Ok, c'est un tournant parce que dans ce film-là, on voit Tom Hardy en train de combattre. Alors les gens, pareil, sont dithyrambiques, mais sauf qu'il faut comprendre que Tom Hardy n'a aucune physicalité, n'a aucune prédisposition athlétique. Et que quand on regarde le making-of, les mecs qui le coachent le disent, il est naze. Il est naze. Il est petit, il fait 1m75 à tout péter, il met pas un pied devant l'autre, mais par contre, il prend goût, tu vois, il se met dans le truc. Et aujourd'hui, indépendamment de ses rôles, ce qu'il y a d'important à connaître pour aller au bout de la démonstration, c'est qu'aujourd'hui, il fait un peu le buzz là-dessus, là, sur les réseaux. Mais Tom Hardy, c'est un mec qui pratique le jiu-jitsu brésilien, ok, mais pour de vrai. Tu vois, il est ceinture violette. Genre, c'est pas comme au karaté, et je suis un ancien karatéka. Les ceintures dans le monde du jiu-jitsu brésilien, on les donne pas comme des sucettes, tu vois. Et tu vas vraiment trouver des images de lui en train de faire des compétitions, etc. Et il a appris le jiu-jitsu brésilien, notamment en fréquentant des gens qu'il avait fréquentés pour la préparation d'un film, qui sont des anciens membres du SAS. Et certains d'entre eux travaillent aujourd'hui en tant que formateurs pour CrossFit. Donc c'est pour ça que c'est un petit monde et que je te disais que j'ai un pote à moi qui a failli s'occuper de son entraînement pour Venom 2. Et donc il a commencé le jiu-jitsu brésilien avec eux parce qu'ils avaient un club de JJB qui avait un but caritatif avec un truc qui s'appelle Reorg. Et donc, il s'est tellement pris au jeu qu'aujourd'hui, il est à fond là-dedans. Donc, ce qui est intéressant, c'est juste de voir comment, parfois, les entraîneurs, quand tu exposes quelqu'un, tu vois, régulièrement, tu vois, à la pratique physique, et ben lui, il peut quand même faire son chemin. Parce qu'on est parti d'un mec de 20 ans, sans doute, désolé, je ne vais pas parler en mal de Tom Hardy, mais sans doute à moitié toxico, tu vois, à aujourd'hui un type qui doit avoir 45 ans bien tapé, tu vois, qui est en super forme physique et qui lui aussi, quelque part, tu vois, a vécu plein de choses vis-à-vis de son entraînement. Et donc, une nouvelle fois, c'est aussi un truc qui est passionnant quand on est entraîneur, c'est qu'ok, peut-être toi, tu as travaillé avec des acteurs ou des gens parfois un peu aisés qui voulaient juste une petite modification physique temporaire, mais que pour autant, tu vois, la répétition de ces expositions-là, et ben, ça peut peut-être changer des comportements, tu vois. Non, mais c'est sûr, comme tu le dis, ce qui est important finalement dans ces expériences que tu vis,
c'est pas la finalité et le résultat, c'est le voyage, tu vois. Et selon le voyage que tu parcours, moi je suis persuadé, de toute façon c'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier-là, que intrinsèquement c'est beaucoup plus simple de temps en temps de changer un comportement et une habitude euh, par l'activité sportive, par le sport, et de même transformer. De toute façon, il y a des études qui ont été faites là-dessus au niveau neurologique, comment le cerveau se transforme suite à une pratique d'activité sportive, suite au fait d'aller chercher un petit peu la difficulté et l'inconfort. Parce que ça, on l'oublie aujourd'hui. On est dans une société quand même de confort total. Et aujourd'hui, c'est triste à dire, mais une des seules façons assez simples et faciles d'aller chercher l'inconfort, c'est en poussant un petit peu ces données physiologiques et en essayant d'aller chercher un petit peu dans le mal, tu vois. Donc du coup, ça, moi je le vois avec, comme tu dis, mes clients. Effectivement, j'ai certains clients, s'ils peuvent se permettre du coaching, pas tous, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêts justement à mettre de l'argent pour leur santé, sans forcément avoir des gros moyens. Mais en tout cas, les gens que j'ai régulièrement, c'est des gens qui ont des gros moyens. Et je vois vraiment une réelle transformation qui s'opère au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, sur leur mindset, comme tu dis, face à ces expériences qu'ils vivent. Du coup, pour revenir un peu sur toi, donc on a évoqué ton voyage, comment ça a servi aussi finalement à, à transférer et à faire vivre sans doute des choses hyper intéressantes auprès de tes clients. Mais tu as évoqué autre chose, qui est que du coup, le mode de vie que tu avais choisi, là, un petit peu ton mode de vie de Ronin, dans lequel moi je me reconnais assez. Tu vois, moi, j'appelle ça le fitness gypsy, mais le côté Ronin, samouraï sans maître, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, de choisir ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire. Et ça, bien avant que ce soit YouTube qui te dise hé, toi, jeune padawan, as-tu envie de vivre un mode de vie dans lequel tu vas être riche et C'est vrai en indépendant? plus. Non, mais c'est dingue ce que tu dis, mais c'est tellement vrai en fait. Mais mec, si tu as envie de vivre un mode de vie dans lequel tu es indépendant, bah, tu bosses et tu fais des fuck à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'un abruti sur YouTube pour t'expliquer comment faire. C'est juste qu'il faut assumer, tu vois. Il faut assumer quand des fois tu suces des cailloux et quand des fois tu es bien. Il n'y a pas d'histoire. Mais quoi qu'il en soit, après, tu as évoqué que du coup, ça, c'est un aspect sur lequel t'avais un petit peu empêché de te développer. Du coup, c'est sur l'aspect, alors je veux dire business, j'aime pas ce mot-là, mais du moins sur le côté entrepreneurial. Entrepreneurial, voilà, Ok. excuse-moi. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que, aussi peut-être parce que t'es papa, mais du coup, ça, t'as un peu shifté de ce côté-là et qu'aujourd'hui, tu es en train peut-être de bâtir, notamment avec du coup Intuitive Training, là, j'aimerais bien qu'on parle, quelque part, ce qui va peut-être devenir une forme d'héritage, mais aussi, et aussi quelque chose qui va te permettre d'explorer encore quelque chose de nouveau. Alors c'est ça, l'idée c'est de continuer effectivement dans cette exploration et aujourd'hui, alors t'as jamais fait le tour, hein, ça serait complètement présomptueux de ma part de dire que les expériences que j'ai vécues m'ont permis de vouloir passer à autre chose. Non, il y a encore 1000 autres expériences à vivre. Par contre, c'est vrai que l'expérience entrepreneuriale, même si elle était un petit peu présente parce que j'étais auto-entrepreneur, mais en vrai, tout le monde peut être auto-entrepreneur, tu vois. C'est pas être entrepreneur qu'être auto-entrepreneur. Mais je me dis, ah ouais, ça me manquait. Et puis, c'est aussi une facette de ma personnalité qui est à l'opposé de ce que je suis. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt quand même un électron libre, quelqu'un qui a du mal à me fixer. Et là, je me suis dit, bah, à un moment donné, la vie fait que aussi, bien sûr. Faudrait peut-être essayer d'aller voir, même si ça m'attire pas spécialement de base. Ça te fait rire parce que je pense que ça doit. Faudrait voir, bon, on va essayer de mettre pause et on va essayer de s'organiser. Donc, bon, j'ai encore énormément d'efforts à faire à ce niveau-là, on va pas se mentir. Mais l'idée, c'était de se dire aussi que la somme des expériences acquises puisse me servir et servir aussi, bien sûr, à d'autres personnes à partir du moment où j'essaye d'organiser tout ça, de concevoir tout ça sous quelque chose qui est facile à comprendre, assez intelligible. Donc, du coup, bah, ça a amené progressivement, ce voyage m'a amené effectivement à développer actuellement Intuitive Training, à développer aussi enfin mon propre studio pour éviter d'être un nomade, comme tu dis, un fitness voyageur. Et du coup, c'est intéressant, c'est frustrant, c'est très très frustrant parce que de temps en temps, tu sais que tu dois rendre des comptes, mais en même temps, des fois, les choses, on parlait de l'inconfort. Si tu es quelqu'un pour qui s'amuser, jamais prévoir est quelque chose de confortable, bah, ça vaut le coup d'aller chercher qu'est-ce qui est inconfortable et vice-versa, bien sûr. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec Intuitive Training, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai l'impression que quand même, c'est au travers de cette entreprise quelque part qui est la tienne, que vous avez l'air de faire des choses quand même assez différentes.
Moi, je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, je regarde un petit peu de loin, mais il y a l'air d'avoir du suivi individualisé, tu as l'air d'écrire de la programmation. C'est quoi ton approche vis-à-vis de l'entraînement au travers de ce que tu fais? Alors, l'approche, c'est une bonne question. Tu sais que cette question, Je vais t'aider. En fait, pour les mecs qui font du business que j'apprends en ce moment, quelle est la proposition de valeur d'Intuitive Training? Tu vois, c'est ça le terme technique des mecs qui bossent. C'est ça le terme technique. En vrai, je vais être complètement transparent avec toi. Faudrait peut-être demander à une personne qui est un petit peu derrière tout ça en termes de com et de communication. Moi, je vais te répondre plus comme un passionné. Ça sera peut-être pas forcément vendeur, mais l'approche de tout ça, c'est une vision et une volonté d'essayer d'aller chercher ce que j'appellerais la polyvalence. Ok. Alors, qu'est-ce que j'appelle la polyvalence? Pour moi, et c'est bien pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est compliqué, même si aujourd'hui on est tout le monde un peu, tu sais, vend son truc. Moi, c'est ma discipline, elle est plus complète que la tienne, et toi, ta discipline, elle est moins complète que la mienne. Ok, bon, je pense que c'est un petit peu un concours de quéquette, tu vois, mais ça après, laissons libre à ceux qui veulent faire cet étalage de qu'est-ce qui est le mieux. Moi, mon idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, et ça c'est très important, je le dis, pour moi, Intuitive Training n'est pas une méthodologie. Ok, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas une méthode, c'est une approche et une vision. Et c'est très très important parce qu'aujourd'hui, je vais pas inventer la roue. Il y a 1000 personnes qui ont mis en place des méthodes qui marchent, qui fonctionnent. Donc, c'est quoi l'idée de se dire, je vais réinventer 1000 années ou je ne sais plus de fitness, d'accord, et d'entraînement? Non, bah, on prend ce qui fonctionne et on essaye, par contre, d'agencer ça, excuse-moi, de sorte à ce que on essaye de s'approcher le plus possible de cette polyvalence, c'est-à-dire, pour moi, si je peux l'exprimer de façon assez simple, c'est la capacité de transfert vis-à-vis de l'entraînement, de pouvoir faire un petit peu tout type d'activité physique ou approcher tout type d'activité physique, pas en étant le meilleur, mais sans subir. C'est pas mal. Donc finalement, enfin, du moins de cet aspect, dans l'idée d'être véritablement un généraliste, tu utilisais le mot polyvalence, bah, finalement, il y a des choses qui se rapprochent assez du CrossFit. Bien évidemment. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué avec toi, c'est que je pense que tu as toujours été... enfin, je vise personne quand je dis ça, même si en fait je vise plein de monde, mais c'est ce que je ne balance pas leur blase. Parce que je suis un peu corse. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais en vrai, autant parfois j'ai un peu de mépris pour les gens qui vont ponctionner ce qui fait la valeur de la méthodologie CrossFit et tenter de se l'approprier sans vergogne, tout en prétendant que en plus ça ne l'est pas. La méthode, voilà, exactement, ça ne l'est pas et que la méthode n'a rien inventé. Moi, à chaque fois qu'on s'est vu, que ce soit dans toutes les conversations qu'on a eues, moi, j'ai toujours ressenti que c'était pas du tout ton approche. Et tu as souvent fait quelque chose que beaucoup des gens qui viennent pomper dans la méthodo de manière un peu malhonnête, franchement, ne font pas. C'est que tu as passé ton level 1. Okay. Ouais, non, bien sûr. Et tu as passé ton level 2 et toujours avec une approche très humble et pas du tout une approche de fossoyeur. T'as pensé quoi, t'en as gardé quoi de ces 2 week-ends et de cet investissement aussi, parce que c'est un investissement en temps, en sous, plein de choses. Alors, je vais essayer de te répondre le mieux possible à ta question. Déjà, d'abord, il faut savoir que le CrossFit, j'ai une relation pendant des années d'amour et de haine avec le CrossFit. Je pense que tu as vu aussi ma modification sur ma vision. Au départ, quand c'est arrivé, et en fait, c'est pas dû au CrossFit, c'est dû au côté trendy que le CrossFit avait quand il est arrivé. Et attention, je dis bien quand il est arrivé, comme chaque chose qui est un petit peu nouveau. Et donc, du coup, comme je me disais, mais est-ce qu'il réinvente la roue, machin et tout? Et au final, j'ai compris justement. En fait, comment je vais t'expliquer? Au départ, je me suis dit, non, le CrossFit, c'est de la merde. Je vais être franc, voilà, il y a 10 ans, voilà, quand ça a commencé. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, c'est pas vraiment différent de ce que je fais un petit peu, en fait. Sauf que, moi, je l'appelle pas CrossFit et peut-être que je me posais pas ces questions-là de savoir tout le vocabulaire qui vient derrière, parce qu'il y a vraiment tout un vocabulaire, il y a une communauté. Après, je me suis dit, la communauté, quand même, c'est intéressant, tu vois. Franchement, pour moi, aujourd'hui, si je devais en tirer une chose, au-delà de la méthodologie qui est vraiment bien faite et bien ficelée, l'esprit de communauté, il est incroyable. Genre, tu peux pas retirer ça à CrossFit. C'est incroyable. Et je pense que de par ça, ça fait venir au sport et à l'activité physique des personnes qui ne seraient jamais venues au sport et à l'activité physique. Et ça, c'est une réalité en soi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est très importante avec ces disciplines-là, c'est que ça a remis au goût du jour des choses qui étaient dans les placards. D'accord? Donc ça, il faut bien le dire. Peut-être que certaines personnes
où certains entraîneurs ou coachs, comme moi j'ai pu faire à l'époque, utilisaient du cross-training, parce que maintenant il faut faire très attention, on dit cross-training versus crossfit, mais bon, peu importe, du cross-training pour pouvoir développer certaines qualités physiques et autres. Bah là, on a quand même aujourd'hui les clubs d'haltérophilie qui revivent, c'est une réalité. On a des personnes qui se mettent à la gym, alors que franchement, tu avais personne qui faisait de la gym ou peu de personnes qui faisaient de la gym. Je peux le dire parce que c'est une discipline que j'ai pratiquée pendant quelques temps. Et donc, du coup, ça a vraiment eu un impact assez positif, plus malgré les côtés négatifs, mais il y a toujours des côtés négatifs, sur l'industrie du fitness et dans le monde du fitness. Ça, c'est une première chose. Donc, du coup, je me suis dit, attends, faut pas être con, tu vois. Mon père, il m'a toujours dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, tu vois. Et je me suis dit, bah, tiens, quoi de mieux qu'essayer d'aller comprendre ce qu'il en est réellement plutôt que d'essayer aussi de comprendre ces disciplines à travers des personnes que je vois. Ça, c'est aussi, et ce que je te disais, c'est le problème du CrossFit aujourd'hui, c'est pas le CrossFit. C'est les personnes qui véhiculent le CrossFit et certaines personnes. Mais la méthodologie en soi, et je peux le dire parce que j'ai passé mon level 1, j'ai passé mon level 2, est très intéressante et est beaucoup plus proche du côté généraliste et polyvalence que ce qu'on peut penser par rapport à ce que certaines personnes font. Et du coup, ça, je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Deuxième chose, notamment au niveau du level 2, bah, ça m'a permis, malgré le fait que ça faisait 15 ans que je coach, d'essayer d'avoir un côté un petit peu plus organisé en termes de pensée sur un peu didactique, si tu veux, sur la façon de coacher et surtout comment essayer globalement d'amener les choses. Ce qui va maintenant être reproché un petit peu à la méthode, c'est d'être trop, on va dire, simpliste dans son approche. Quand je dis simpliste dans son approche, c'est que sur certains éléments, on va dire oui, mais non, le mouvement il n'est pas exécuté comme ça, c'est pas exactement comme ça au niveau biomécanique et tout. Bon, il y a beaucoup de masturbation intellectuelle autour de ça. Maintenant, ce qui compte, c'est quoi? C'est est-ce que quand je donne un cue, quand je donne quelque chose, même s'il est exagéré, est-ce que j'obtiens le résultat escompté? Eh ben, souvent, oui, quand même, tu vois. Donc, du coup, c'est que ça marche. Après, maintenant, il faut aussi être capable, une fois que la personne a passé un certain niveau, d'essayer de lui amener un petit peu plus d'intellect et lui dire, mais non, alors voilà, je t'ai poussé à l'extrême pour te ramener à un niveau, mais c'est pas exactement ça que je voulais dire. Donc, du coup, faut reconnaître quand même que c'est une méthode intéressante. Et pour le coup, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis même pas une personne qui pratique en soi le CrossFit, comme on le dit, de compétition, tu vois, pas du tout. Et j'ai eu vécu des expériences et j'ai pas pratiqué. Par contre, je suis capable de dire, voilà, bah, malgré le fait qu'il y a des choses qui peuvent être compliquées, notamment, ça on peut en parler souvent, on parle des bases et tout, mais je te dis, le problème, il n'est pas la méthode est quand même assez bien ficelée. Le problème, c'est les personnes qui vont plutôt, comment les personnes appliquent la méthode. Pas mal. Pas mal. Non, il y a plein de trucs, moi, qui m'intéressent là-dedans, mais voilà, une nouvelle fois, je trouve que tu as plein de trucs qui sont très. Moi, dans les choses. Alors, attention, hein, sur CrossFit, moi, je serais toujours hyper biaisé, les gars. Cherchez pas avec moi. C'est toujours, cherche pas ta tort. Mais en tout cas, il y a un truc qui, moi, j'aime beaucoup, que je commence à constater dans les bénéfices collatéraux du CrossFit qui n'ont rien à voir avec le CrossFit. Tu as dit que le CrossFit, par exemple, avait une communauté forte et que c'était un truc de ouf. Et c'est notamment vrai lorsqu'on travaille sur l'entraînement à haute intensité, dans le sens où ça m'arrive encore de m'entraîner seul. Et je peux vous garantir que l'intensité n'est pas la même que si j'avais juste la chance d'avoir juste un gars, même plus fort ou moins fort que moi, mais juste un mec avec qui je m'entraîne. Parce qu'en fait, l'altérité fait que bah, tu as envie quand même de te repousser. Mais je dirais que l'un des bénéfices collatéraux du CrossFit, et je parle vraiment en termes pour tout l'univers du monde du sport en France de manière générale, c'est que surtout ça a permis à d'autres communautés aussi, tu vois, de commencer à s'affirmer. Je prends un exemple, je le dis souvent, moi je m'entraîne encore ponctuellement dans ce qu'on appelle un globo, tu vois, et aujourd'hui, les mecs qui font de la force, tu vois, eux aussi ils ont un renouveau et entre eux ils se reconnaissent, tu vois. Les mecs qui font du body, peut-être que c'était déjà le noyau le plus dur parce qu'en fait les vrais bodybuilders hardcore, de toute manière, tracent entre eux. Mais aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple de la calisthénie. Je dis pas que l'essor de la calisthénie provient du CrossFit, absolument pas. Mais je dis que le fait qu'il y ait des gens qui aient pu davantage se rendre compte qu'il était possible de se réunir autour d'une pratique, d'en être fier et de se servir de la réunion d'un groupe de personnes pour aller de l'avant et pour aller plus loin dans la pratique, ça c'est aussi un signal positif que CrossFit il a un petit peu envoyé au monde du sport, du moins en France, et que je trouve en tout cas que voilà, ça va dans des belles directions et ça montre en plus que voilà, moi forcément, je suis fan de cette méthode et j'en suis le premier défenseur, mais je veux dire du coup que je vois d'un œil très positif
Tu vois, quand je vois des mecs à côté de moi qui font du SBD, quand je vois d'autres gars à côté qui font du street lifting et qui font des muscle-up lestés, en vérité, mon œil de crossfitter, il a envie de dire putain, j'ai bien envie d'apprendre à faire ce truc-là quand même. Il faut quand même que j'aille voir ces gars-là. Mais du coup, je trouve que c'est un aspect qui est cool. Ensuite, sur ce que tu peux dire par rapport au coaching et au mode de correction et au level 2 et tout, ouais, je pense que tu as complètement raison. Je pense que l'un des trucs qui a fait du mal parfois à la perception du CrossFit, hormis que ce soit souvent des gens qui, lorsqu'ils en parlent, le font soit avec un peu de mauvaise foi, sans vraiment avoir eu la curiosité intellectuelle dessus. Euh, il y a quelque chose, deux, trois trucs qui sont liés à de la traduction. Parce que des fois, je me rends compte, en relisant les manuels en français et en anglais, je prenais un exemple. En ce moment, ma nana, elle est en train de réviser pour préparer le level 2. Tu vois, je lui dis, OK, c'est quoi les points de performance d'un overhead squat? Elle me dit, c'est de garder la barre au-dessus de la tête. Et je dis non, 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 c'est pas ça, parce que c'est quand tu vas être en bas de ton overhead squat, à moins vraiment que tu es le squat le plus mature de France, la barre sera sans doute pas directement au-dessus de ta tête. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que dans le manuel, effectivement, c'est écrit comme ça, mais c'est parce qu'en anglais, le mot c'est keep a sound overhead position. Et en anglais, overhead position, c'est pas tant avoir un objet directement au-dessus de sa tête que en termes d'étage. D'étage, ouais. C'est-à-dire au-dessus, mais en termes d'étage, pas en termes d'horizontalité. Ouais, ou ouais, bien sûr. exactement. Sur le même plan. Et du coup, je me dis, bon, c'est toujours malheureux, mais déjà, voilà, il y a parfois un peu de perte de sens, tu vois, comme les débats sans fin sur le poids du corps dans les talons. Weight in the heels, ça veut pas dire le poids Tout du le poids corps dans les talons. Ça sûr. veut dire, entre guillemets, sous-entendu, c'est du poids dans les talons. Donc, il y a de la perte. Mais ensuite, donc, on pourrait encore continuer à raffiner ça, même si j'ai déjà essayé de contribuer à mon niveau à la traduction du level 2. Je me rends bien compte qu'en fait, on n'a jamais fini d'essayer de retranscrire le sens véritable des choses. Mais l'autre truc aussi, c'est que, et ça, c'est vraiment en train d'évoluer, je pense, moi, c'est un de mes grands sujets, c'est de faire évoluer la communauté des entraîneurs de CrossFit, tu vois, pour aller vers plus d'excellence et plus de professionnalisme. Et je travaille dans ce milieu-là depuis 2012, on est en 2023, et tout ce qu'on a pu faire pendant très longtemps, c'est régurgiter L1, L2, L1, L2, L1, L2, L1, L2. Sauf que le level 1, c'est la compréhension de la méthodologie. Vraiment, moi, j'appelle ça toujours le brevet 50 mètres nage libre, tu vois, de ton parcours d'entraîneur ou de pratiquant. Le level 2, comme tu l'as très bien expliqué, c'est un énorme workshop pour partager des process qui fonctionnent dans l'environnement dans lequel on travaille. C'est important, c'est-à-dire principalement pour faire du small group training, dans des box, face à un public avec un niveau d'habileté très disparate, etc. Donc, au même titre qu'il y a des mecs qui ont envie de se spécialiser dans le sport de CrossFit, ce que je respecte, le level 2 n'a pas spécialement pour but de t'amener à ça. Pour moi, un bon entraîneur qui va former des athlètes de haut niveau, il doit maîtriser ça parce que c'est la fondation et ensuite il doit ajuster ce qu'il a besoin de faire. Mais aujourd'hui, c'est seulement depuis un mois là qu'on a le level 3, par exemple, en français, donc qui est là pour te permettre d'assimiler beaucoup plus de connaissances théoriques. Et puis le level 4 qui est arrivé maintenant il y a 6 mois, sur lequel moi je me suis brisé les dents, mais qui est pour moi, je le décris comme ça maintenant, comme étant la ceinture noire, tu vois, du coach. Et si tu as fait un peu d'arts martiaux ou n'importe quoi, la ceinture noire n'est pas l'aboutissement, du moins quand tu es japonais. La ceinture noire, c'est le début. Tu vois, c'est voilà, tu sais que et en fait, j'espère en tout cas que ça va faire du bien ça va faire du bien à la discipline, dans le sens où, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que quand je te dis garde le poids du corps dans les talons ou garde plus de poids du corps dans les talons, cette façon simpliste de s'exprimer, pourquoi est-ce qu'elle est d'autant plus efficace? Tu le comprends une fois que tu as suivi tout ce processus en fait, de formation. Et je crois que pour les gens qui étaient vraiment passionnés euh, de sport, de physicalité, d'entraînement, effectivement, quand le CrossFit a débarqué, bah, tu pouvais regarder ça avec un œil plus ou moins bienveillant, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tu n'avais pas eu besoin de CrossFit, tu vois, Voilà, pour faire ton exactement. chemin. C'est ça. Toi, tu n'avais pas eu besoin. Mais peut-être qu'il y a plein d'autres personnes qui en ont besoin finalement. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Moi, je dis toujours que j'essaie toujours de replacer les choses dans un contexte. Et c'est que des suppositions que je fais, d'accord? Parce que moi, j'étais pas avec Glassman dans les années 70-80, quand vraiment il a commencé à codifier sa méthode. Mais voilà comment je vois le truc. Aux États-Unis, si un jour vous avez la chance d'y aller, il y a énormément de salles de fitness ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où l'argument de vente premier est regarde le parc cardio qu'on a, c'est incroyable. On a 50 tapis de course, etc. Des choses que tu aurais pu voir peut-être à l'époque
de Forest Hill, tu vois, Ah, bien sûr. voilà, sans dire que Aqua Boulevard, c'est pas cool. Mais en tout cas, voilà, un argument de vente un peu désuet. Et du coup, qu'ils ont été au bout de ce truc-là. Ok, donc, les grandes salles de muscu ouvertes 24 heures sur 24, les gens livraient à eux-mêmes, etc. De la malbouffe partout. En plus de ça, du Powerade à tous les étages. Et que du coup, Glassman et d'autres ont dû se rendre compte que c'est arrivé au bout, tu vois, finalement, d'un système qui produisait aucun résultat. Et je pense que c'est pour ça que tu as des personnalités comme, ok, Glassman qui ont réussi à éclore, mais aussi Mark Bell, par Bien exemple, sûr. tu vois, ou même des fois des influenceurs, là, Juju Mifuji, là, le bodybuilder qui J'ai saute dans Jumifu, tous ouais. les sens. Pourquoi? Parce que c'est juste des mecs, chacun à leur niveau, qui ont envie de dire, hé, ce qui existe là, franchement, ça marche pas. Mon approche, elle est peut-être plus hardcore, plus fondamentale, mais en tout cas, elle produit du résultat, que ce soit développement de la force, bodybuilding ou ce que tu veux. Et je crois qu'en France, euh, le parcours, il était un peu différent, parce qu'en fait, je pense quand CrossFit a débarqué en 2012, en vérité, nous, on était dans une espèce d'entre-deux pourri. C'est-à-dire que le fitness, c'était pas encore quelque chose vraiment d'ancré dans le paysage. T'avais Gymnast Club où quand t'allais t'inscrire, en fait, tout ce qu'on t'expliquait sur la 6, sur Capital, c'est comment les mecs, ils étaient en train de te carotte un abonnement de 24 mois qui te coûtait les yeux de la tête pour finalement rien faire. Et tout ce qui concernait vraiment le sport et la condition physique était très souvent soit vraiment cantonné au domaine associatif, soit vraiment très marginalisé, quoi. Et donc finalement, c'était seulement quand le fitness était en train de monter avec les Smills, etc., que CrossFit est arrivé. Et donc, ça a fait un grand mélange, mais c'était plus une pratique réalisée en réaction à quelque chose dont on était arrivé au bout. C'était deux choses qui étaient un peu en train de grandir en même temps. Et je pense que d'ailleurs, ce qu'elles ont continué à faire, et qu'aujourd'hui, le fitness traditionnel, les cours collectifs, etc., et CrossFit, finalement grandissent. Et je pense que c'est ça aussi qui parfois ça nuit un peu à la compréhension de ce que c'était véritablement, en tout cas pour un œil français, quoi. Comme tu dis, en fait, par rapport à ça, ce qui peut nuire à ça, et ça, c'est la même chose pour des coachs en tant que tels, c'est la même chose pour des personnes, c'est de manquer aussi d'empirisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand une discipline arrive, peu importe si elle est nouvelle, peu importe la méthode, mais que toi, en tant que pratiquant dans une pratique sportive, peu importe quelle qu'elle soit, tu manques d'empirisme, et ben du coup, en fait, c'est très compliqué, je pense, d'avoir une vision assez critique d'une discipline ou de la méthodologie. Et c'est comme si tu manquais un peu les bases, tu vois. Mais ces bases-là, elles ne sont pas obligées d'être super intellectualisées. Parce que ça, c'est aussi bah, du coup, le côté des fois un petit peu positif du CrossFit par rapport à des méthodes qui arrivent, ou même le côté positif de disciplines très simples, comme il peut y avoir en force athlétique, ou même des fois en haltérophilie. Il y en a qui vont dire que c'est très complexe, mais de base, c'est quand même assez simple par rapport à d'autres disciplines qui sont en train de naître, qui sont un peu basées sur le côté holistique, tu vois, le côté un petit peu très, très global. Et des fois, le problème, c'est en voulant faire trop de choses, tu vois, en voulant essayant d'être trop complet, et ben, tu es face à l'inaction. Ouais, moi j'ai un peu ce truc-là, ça fait un peu vieux jeu, tu vois, mais c'est parce que comme tu as dit en intro ou en off, je m'approche de la quarantaine. Ah, mon cœur. Mais tu vois, moi j'ai le sentiment quand à l'époque où moi je m'entraînais, aussi à cause des gens qui m'ont accompagné dans ce processus-là. Bah, tes mentors, les personnes qui t'inspiraient et tout. Et c'est important, les personnes qui nous inspiraient. Rappelle-toi de nos héros. Oui, oui, exactement. Mais c'est une approche jusqu'au boutiste. Qu'on parle de Sangoku, ou moi de mes profs de karaté, ou même les premiers mecs qui m'ont un petit peu entraîné dans le milieu de la force. Où en gros, on disait voilà, écoute, squat, tu vois, et puis après, quand tu auras un back squat à 200 kilos, on aura le droit de se parler. On voit des Yakutsuki dans les airs, et quand tu seras capable de plomber un mec quand tu mets une droite, et potentiellement on aura recommencé à se parler. Bon, c'est un peu ce genre de délire-là. Et, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, moi, j'ai du respect pour tout le monde donc, dans la pratique, mais j'avoue que j'aime me dire que je suis en train d'échanger avec quelqu'un qui a été au bout de ce qu'il avait à faire dans un chemin en particulier avant de switcher. Et que des fois, et je suis désolé parce qu'une nouvelle fois, c'est pas pour piquer qui que ce soit, mais des fois, quand je vois un flux d'informations qui m'arrive et que je vois des mecs qui, du jour au lendemain, vont jurer, j'en sais rien, moi. On a eu ça beaucoup dans le monde du CrossFit, mais ça va au-delà de ça.
tiens, vas-y, ça j'arrête, je vais aller faire Strong Fit. Tiens, maintenant, c'est fini les charges libres. Moi, je fais tout avec des sacs de sable parce que voilà, c'est mieux. Tiens, pour moi, la neuro, c'est ça qui est plus important. Vas-y, fais-toi rouler une petite baballe avec des picots sous liep. Tu vas voir, ça va tout changer. Tiens, regarde, peut-être parce que tu n'as pas appris la quadripédie correctement quand tu étais bébé, bah, c'est pour ça que malheureusement, tu fais mal ton pistol du pied droit ou je ne sais quoi. Et que autant, je trouve ça intéressant à la recherche, mais autant des fois, j'ai l'impression que les mecs, comme tu dis, ils ont surintellectualisé le truc et qu'on va chercher, tu sais, la martingale, là, le petit truc magique qui va tout régler. Alors que en vrai, fondamentalement parlant, si moi je te donne mon point de vue, les trois quarts des gens que tu entraînes, tu leur fais faire si on parle par exemple de force ou de développement des aptitudes, tu leur fais faire des progressions très linéaires, principalement avec du régime de contraction concentrique. Rien de fou, et ensuite tu les orientes par rapport à leurs objectifs ou à toi ce qui t'amuse. Et en vrai, ça marche, et surtout tu les coaches. C'est-à-dire que oui, bien sûr, peut-être que parce que j'ai pas appris à marcher à quatre pattes correctement, aujourd'hui j'ai un impact négatif sur ma manière de me tenir ou de bouger, mais qu'en attendant, le premier boulot véritable, c'est de faire ton taf et d'accompagner la personne et de lui filer des consignes. Je rebondis aussi là-dessus parce que j'ai vu une vidéo passer sur Instagram, là, il n'y a pas plus tard qu'hier, d'un entraîneur qui explique qu'il aime coacher les classes et qu'il aime coacher aussi à distance. Et qui dit, et là-dessus je le reconnais, en plus c'est très intéressant de pouvoir coacher à distance, de pouvoir coacher des gens en live, même d'un point de vue entrepreneurial, pour bien gagner sa vie quand tu es entraîneur. On va pas se mentir, quand tu as 50 mecs qui suivent ton programme à distance, bah, des fois pour toi financièrement c'est quand même plus intéressant que de coacher une heure avec un plateau, parce que tu sais que tu n'iras pas au-delà de 30 ou 40 balles de l'heure ton cours groupé. Mais il dit, ouais, mais il dit, j'aime pouvoir travailler avec mes athlètes à distance. Ça permet d'aller, entre guillemets, plus en profondeur. Tu vois, et c'est là où moi, par exemple, je suis pas du tout d'accord. Je comprends que tu dis ça d'un point de vue commercial, mais pour moi, c'est de la pure salade. C'est-à-dire que tu peux, ok, avoir un programme très complet. Tu peux aussi faire des retours vraiment vidéo pour aller travailler des Ah détails non, mais la avec profondeur, la c'est personne. pour ça que nous, on a du système hybride. Tu C'est vois, le coaching en live. c'est voilà, pour moi, ouais, exactement, la profondeur pour moi, c'est quand tu es à côté de la personne. Et je reste intimement persuadé que si tu fais ton boulot avec conviction et que tu es bien préparé, et qu'attention, hein, je dis pas que c'est facile, au contraire, souvent ça t'essort, mais tu as souvent plus l'opportunité d'impacter en profondeur les gens, même si c'est un small group training, quand tu es à leur côté pendant une heure et régulièrement dans le temps, que si malheureusement tu es à distance. Ça ne veut pas dire que coaching à distance, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que tu peux pas aller loin avec tes athlètes quand tu les drives, parce qu'une nouvelle fois, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est surtout que je me disais, non mais attends, coach, c'est coach, hein. J'ai dit, Ah oui, bien sûr. moi, mon prof de boxe, c'est pas en m'envoyant un SMS et une programmation à distance qui m'a appris à esquiver les crochets. C'est donc voilà, et quand même, on a la chance de faire un boulot très ancré dans l'humain. Et autant on a besoin de tous les vecteurs de com, autant celui-là, il est important, quoi. Et d'ailleurs, ce vecteur, pour moi, il est d'autant plus important aujourd'hui dans l'ère un petit peu du digital et de l'intelligence artificielle, où justement, aujourd'hui, franchement, les intelligences artificielles elles te permettent d'avoir des programmes assez bien. On va pas se mentir, de plus en plus, ils font des trucs, c'est assez impressionnant. Par contre, qu'est-ce qui nous reste à nous en tant que coach? Bah, le côté coach, c'est-à-dire le fait d'être dans les tranchées. Moi, j'appelle ça un peu être dans les tranchées, c'est-à-dire être au milieu de l'action, si je puis dire, tu vois. Et c'est là que tu apprends le plus, mais c'est là que tu transmets le plus aussi. Et tu sais que je suis même persuadé, là, moi j'écris beaucoup de programmation pour des salles affiliées de CrossFit. Et là, arrivé en juin, je fais le calcul qui me fait flipper. C'est qu'avec mon pote Gauthier, là, avec Louis Affiliate, on aura écrit 1000 plans de cours détaillés. OK? 1000 trucs avec de 0 à 60 minutes, ce que tu as besoin de faire, comment tu enseignes, qu'est-ce que tu regardes, etc. Et en vrai, par rapport aux bénéfices que parfois tu as envie d'amener aux gens dont tu t'occupes, que ce soit un teneur de salle, un coach ou un client, c'est quoi le temps de vie que tu perds, tu vois, à écrire des trucs que tu as déjà écrits par le passé, etc., et que tu dois juste réordonner. C'est d'imaginer si toi demain tu peux parler avec ton IA et que tu lui dis voilà, je m'appelle Thomas Tapti, mon parcours c'est ça, la manière dont j'aime m'entraîner ça a été ça, la manière dont j'aime entraîner les gens c'est en explorant ça et ça. J'ai écrit peut-être 500 programmes différents à chaque fois sur 3 semaines, un mois, sur différents profils de personnes. Tiens, est-ce que si je te balance tout et les profils de gens pour qui j'ai été capable de faire ça. Est-ce que tu peux m'aider à générer potentiellement de nouveaux programmes que tu vas relire, sur lesquels tu vas porter un œil critique, tu vois? C'est pas genre, tu Bien le prends, sûr. tu fais un copier-coller et tu dégages, tu vois? Et, euh, et moi, je trouve que l'IA, au contraire, comme tu dis, c'est hyper puissant et que tu puisses récupérer pour apporter une expérience optimisée, mais surtout récupérer du temps de vie et de l'énergie plutôt que de le passer devant ton tableau Bien sûr. Excel ou ton Wodify de ses morts, parce que c'est ce que j'utilise. Et n'utilisez pas cette merde si vous vous lancez là-dedans. C'est nul, Wodify, c'est nul. Ok, ça lag et tout, c'est pourri.
pour peut-être, comme tu dis, voilà, amener de la matière encore plus spécifique avec tes athlètes et tes clients, créer du lien, tu vois, répondre à un message, passer un coup de téléphone, tu vois, analyser une vidéo pendant quelques minutes, etc. Et franchement, ouais, pour moi, la valeur ajoutée, une nouvelle fois, elle n'est vraiment pas dans le programme, mais dans ce que nous, on peut amener en tant qu'humain. Et je pense que depuis le Covid et encore plus dans le futur, tout ce qui va concerner l'interaction humaine, qu'elle soit à distance ou voilà, ou peu importe le vecteur, est ce qui va compter le plus. Ça sera de plus en plus valorisé, ça c'est sûr, comme tu dis. Et là, on parlait d'optimisation. Donc, effectivement, tu peux utiliser l'IA pour faire de l'optimisation. Mais tout comme dans le sport, tu vas pouvoir essayer d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre pour l'optimisation. Mais après, à un moment donné, franchement, en fait, ce que tu disais, c'est intéressant parce que c'est comme si les gens, ils voulaient une réponse miracle qui va leur permettre de débloquer quelque chose. Et à chaque fois, nous, on a ce problème-là, c'est-à-dire que tu as des personnes qui disent, OK, d'accord, mais comment je fais en fait pour avoir une meilleure condition physique? En fait, c'est quoi le truc miracle? Et des fois, même nous, on est un peu biaisé par ça parce que du coup, on aimerait tous. Et moi, j'aimerais, je veux dire, même si j'adore l'effort, hein, des fois, j'aimerais me dire, allez, il y a peut-être un truc qui est plus efficient que les autres pour. Mais en fait, non. En fait, à un moment donné, c'est triste à dire, hein, mais il faut y aller. Et même quand tu y vas un petit peu, tu sais, en mode un peu non optimal et tout, il y a des choses que tu débloques. Et après, ton rôle, c'est. Moi, quand je m'entraînais, que j'étais jeune, il n'y avait pas grand-chose qui était optimal. Hein. Mais est-ce que le résultat était là? Tu vois, c'est ce que je me demande. Et maintenant, mais par contre, je faisais. C'est-à-dire qu'au lieu de passer beaucoup de temps à réfléchir comment faire, je faisais. Et après, derrière, je me disais, ah ouais, ok, non, ça, au niveau de l'expérience, c'est pas top. Ah non, ça, il faudrait changer. Ah, ça, je modifie. Alors que j'ai l'impression que maintenant, tu sais, on se pose et on se dit, ok, bon, on va passer 2 heures à réfléchir, qu'est-ce qui est optimal? Sauf que pendant ces 2 heures, tu n'as toujours pas bougé. Et du coup, tu dis, bon, ok, alors maintenant, ce qui est optimal, et de temps en temps, c'est triste à dire, mais le résultat, il est le même. Ou des fois, même moins. Même moi, j'ai toujours cette phrase-là, notamment quand je parle dans les box ou j'ai pu parler dans les box avec des mecs qui font de l'open gym et qui suivent un programme, notamment un programme de force et tout. C'est que souvent, je vais les voir, je leur dis, tu sais combien de fois j'ai suivi un programme dans ma vie? Ils me disent non. Je dis, zéro. Zéro, parce que des fois, le boulot t'empêche des fois, tu n'as pas la discipline. Moi, honnêtement, je pense que j'ai pas la discipline intellectuelle. Ou alors, je crois pas aussi au fait que tu reçois ton programme, mais c'est comme si ton corps, c'était nécessairement une machine. Et en fait, des fois, ton corps, il n'a pas envie, parce que ton corps, dans mon cas à moi, il n'a pas prévu que tu allais tourner sur la ligne 2 jusqu'à 2 heures du matin, que tu allais te rouler par terre, du coup, tu as mal au genou, il faut que tu es supposé faire du squat, mais en fait, tu n'as pas envie. Il n'a pas prévu non plus que tu as un souci dans ta tête qui fait que finalement, tu n'as pas envie de ça. Il n'a pas prévu qu'il y a ton pote qui est là aujourd'hui à l'entraînement et lui, il a envie de faire les pecs. Vous avez compris que j'avais beaucoup de potes qui avaient très souvent envie de faire les pecs. C'est pour ça que ça tuait mon entraînement. Et pour autant, tu vois, voilà, quand tu prends une vision plus macro, tu te rends compte que l'essentiel, comme tu dis, ouais, c'est d'y aller et que le résultat est là, quoi. Et que le résultat est là. Je pense que, et c'est aussi un truc, tout le monde croit qu'il a très souvent besoin d'un programme, tu sais, spécifique à ses besoins. Mais très souvent, en général, les gens, ce dont ils ont le plus besoin, comme tu dis, c'est de bouger et d'aller la chercher, la condition physique. Et très souvent, au travers le simple fait de bouger, en vrai, le résultat qu'ils cherchent, ils vont l'avoir. Bien sûr. Et après, je te dis, l'objectif, c'est au niveau, par exemple, nous, c'est ce qu'on fait quand on essaie de faire des programmes spécifiques. C'est des fois, c'est plus d'essayer de prendre en compte, tu sais, le lifestyle de la personne, plutôt que juste, ok, c'est quoi la meilleure méthode, tu vois? C'est-à-dire que des fois, en fait, genre, moi, j'ai des clients, ils arrivent, ils me disent, Tom, je veux m'entraîner 5 fois par semaine, je veux faire ça, 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 j'ai envie d'être complètement complet, machin et tout. Et je dis, attends, stop, ok, t'as combien de temps réellement, tu vois? Et après, on parle de polyvalence, tu vois. Et on parle de vouloir être généraliste, être complet. Mais en fait, ça, c'est le chemin d'une vie, d'être polyvalent et d'être complet. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu penses que tu vas pouvoir l'avoir comme ça tout de suite, c'est un mensonge, tu vois. Genre, si moi, nous, on a un programme qui s'appelle Physical Freedom, tu vois, où on te vend la liberté physique. Mais la réalité, c'est que on organise les choses du mieux. Mais aujourd'hui, si tu consommes pour le faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça sert pas à grand-chose, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est que moi, je préfère véhiculer le fait de entraîne-toi juste 2 fois par semaine toute ta vie. Mais juste 2-3 fois par semaine. Mais tu vois, par exemple, on parle du CrossFit, c'est ce qu'il dit. Il dit entraîne-toi 3 fois. Et c'est ça que j'aime bien dans la vraie méthodologie. Entraîne-toi 3 fois en CrossFit et après, kiffe en dehors avec des activités physiques autres que la méthodologie. Et c'est là où tu arrives finalement à avoir cette polyvalence. C'est parce que tu as ton programme généraliste qui développe tes qualités physiques générales de manière assez complète ou le plus possible. Et derrière, tu vas avoir cette transférabilité de ces qualités physiques
Et tu vas aller chercher aussi le jeu et l'exploration. Je pense que le jeu et l'exploration ne doit pas être tout, parce qu'il faut de la discipline. Mais par contre, il faut que tu aies 20% au moins de jeu et d'exploration dans ton process un petit peu d'entraînement, tu vois. Je trouve ça cool ce que tu dis. Alors, vrai CrossFit, pas vrai CrossFit, chacun va venir prendre un peu son truc, mais en tout cas, du moins moi, avec le temps qui passe et la répétition aussi des entraînements, parce que des fois, on s'en rend pas compte quand on fait du CrossFit depuis 1 an, 2 ans, ou qu'on s'entraîne régulièrement pendant 1 an, 2 ans. Mais les gars, si vous avez passé 5 jours par semaine, comme c'est mon cas, toute votre vie, sans prendre de vacances, parce que moi, dès que j'entends un mec qui me dit c'est la reprise, ça me fait doucement rigoler, parce que je dis, ah ouais, t'as arrêté, tu t'es mis en off. Depuis que tu as peut-être 13 ou 14 ans et tu en as 40, et moi, je n'ai pas prévu de m'arrêter avant d'avoir 80, je veux dire qu'à un moment donné, il faut se nourrir, tu vois, de motivation, il faut se nourrir d'objectifs, il faut se nourrir de discipline. Et pour moi, il y a deux choses qui sont pour moi un plaisir coupable. Euh, le plaisir numéro un, c'est voilà, c'est de pouvoir dégainer un entraînement, tu vois, comme ça, parce que j'ai une petite fenêtre opérationnelle de temps. Et vas-y, on s'envoie. Et moi, j'ai une phrase pour rigoler. Je dis toujours, eh, les gars, le premier tour, c'est l'échauffement. On y va, on n'a pas le temps. Et je trouve que c'est un truc, en vrai, quand tu as une vie d'adulte, qui correspond beaucoup plus à ce que tu es très souvent en capacité de faire. Et ensuite, comme tu dis, ouais, l'exploration. Et je pense que ça, il y a beaucoup de crossfitters, pas forcément les plus grands athlètes, encore que, qui le vivent ça. Et c'est rigolo parce que ils ont cherché à avoir le meilleur état de conditions physiques absolues, tu sais, d'être prêt pour l'imprévu et l'imprévisible. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini, très souvent avec l'aspect exclusivement sportif de ça, ils vont chercher du coup d'autres challenges, ils vont faire du triathlon, ils vont faire de la force. Et je te dirais que même le crossfitter, je vais dire lambda, je suis désolé pour la formulation, mais même le crossfitter moyen, tu vois, là je sais que par exemple vous avez un partenariat avec l'Irox Ouais. ces temps-ci, et ben en fait, les gens se posent beaucoup de questions, genre oui, CrossFit, comment est-ce qu'ils voient l'Irox, le ci, le ça. Mais moi, personnellement, de mon regard d'entraîneur, mais je vois tout d'un œil bienveillant. Je me dis, c'est cool parce que si mon athlète qui pratique le CrossFit, et ben finalement, là, il a un truc avec lequel il s'amuse. Même si ça va biaiser un temps, sa manière de s'entraîner, il va faire du long, du ski erg, du machin, tout ce que tu veux. En vrai, c'est pas grave parce que peut-être que ce qui va s'éclater à faire en faisant du Aerox demain et pendant 2, 3 saisons peut-être, ou en faisant par le passé de la Spartan Race, tu vois, où il disait, tiens, il faut que j'apprenne à franchir des obstacles, pour machin et peut-être plus tard à faire d'autres types d'activités physiques, en fait, ça nourrit un chemin beaucoup plus global, tu vois, dans lequel finalement il bouge et, euh, et qui va enlever une vérité qui est importante, c'est que des fois dans le CrossFit, du moins c'est que ma perception, on a l'impression que la condition physique, c'est un état. Ouais, ouais, non, bien sûr. Je vois ce Tu que tu vois, veux dire. genre, ouais, moi je suis fit parce que voilà, j'en suis là et là maintenant c'est absolu, c'est fit. Ouais, gros, mais t'es fit, mais toutes tes mesures pour évaluer ça sont dans un certain contexte et compagnie. Et en fait, le jeu vis-à-vis de la condition physique, c'est un peu ce qui est exprimé en CrossFit avec le modèle de la santé, où on s'intéresse à la fluctuation, tu vois, de la condition physique dans le temps. Je dis, en fait, non, le jeu, c'est de comprendre que c'est pas un état, le fitness. C'est un peu comme si tu faisais tourner une assiette chinoise, tu vois, sur elle-même, tu veux qu'elle tourne vite pour avoir de l'équilibre. Tu vois, et si tu restes comme ça sans bouger, c'est le truc ne tient pas debout. Alors que si tu continues à agiter le truc, là, ça a du sens. Et je dirais que le truc qui est intéressant, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce que tu l'as dit au tout début du podcast, mais c'est vraiment, vraiment cool, c'est qu'en CrossFit, notamment pour un public adulte, on est très dans cette idée que, OK, on va construire de la capacité fonctionnelle, de la capacité athlétique qu'on va transférer à autre chose. OK? Ce qui est chouette, ce qui est cool. Mais posez-vous quand même la question dans votre pratique du CrossFit, à quel point c'est transférable ou pas à autre chose. Si tu passes ton temps à faire des squats snatch mais tu n'aimes pas courir, peut-être que tu, Bien peut-être que tu sûr. loupes un morceau. Mais tu as dit un truc par rapport aux enfants, tu vois, sur la non-spécialisation, etc. Et des fois, c'est un message qui passe un peu à la trappe, mais tout le discours de CrossFit Kids part quand même dans l'idée intrinsèque, notamment parce qu'aux États-Unis, les college sports sont très importants. C'est des groupes pour collectifs, en gros, que quand même tout ça s'inscrit dans une autre pratique. Et parfois, j'ai le sentiment que des fois, on oublie ça, ou du moins que c'est un sujet qu'on creuse jamais, mais que essentiellement, peut-être quand tu es enfant, tu vois, l'exploration, elle se fait dans le sens inverse, tu vois. Genre, tu devrais faire plein de trucs complètement différents pour revenir vers effectivement le fait d'être en capacité de construire un peu de la capacité fonctionnelle qui plus tard, quand tu arrives à l'âge adulte, te servira sans doute à t'exprimer dans d'autres domaines. Je sais pas si tu vois où je veux en Je venir. vois exactement où tu en venir et moi, c'est un peu la vision que j'ai. Tu vois, là, en ce moment, j'ai un petit qui a un an et demi.
Donc, en fait, je suis en train de fortement réfléchir et j'ai déjà des bonnes pistes. Il a un plan. Après, il ne faut pas lui imposer non plus. Hein. C'est important. C'est pas facile. Mais je suis en train de réfléchir sur quel type d'activité sportive. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, et je dis c'est un réel problème, hein, notamment au niveau de l'éducation nationale, notamment au niveau de comment le sport, alors en France, c'est catastrophique, mais il y a plein d'autres pays où il y a des problèmes, hein, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on utilise des sports pour développer des qualités physiques chez les enfants. Mais du coup, en fait, c'est ta pyramide qui est complètement inversée. C'est-à-dire que, en fait, tu es déjà dans la spécificité, alors qu'en fait, le gamin, tout ce qu'il cherche à faire, et d'ailleurs, tu les vois, les gamins, ils explorent, c'est juste à voir comment leur corps, il bouge, tu vois. Mais pas avec un cadre, pas avec des règles, tu vois. Pardon, pas avec un cadre, pas avec des règles. Et du coup, ça, c'est très important parce que moi, je suis en train de réfléchir, OK, quel type d'activité physique sportive je vais choisir, suffisamment complémentaire pour qu'il puisse justement essayer de développer sa motricité. Et c'est ça qui est très important, c'est le développement de la motricité. Et moi, il y a une discipline qui me tient à cœur, forcément, c'est la gym. Et elle me tient à cœur, mais pour une bonne raison. C'est qu'en fait, en gym, contrairement à d'autres disciplines sportives, et ben en fait, les gamins, en fait, jusqu'à 5-6 ans, ils ne font pas de gym. Ils font de la motricité. Alors, ça manque un petit peu d'autres choses, mais l'idée, c'est de revenir à ça. Et je sais que, par exemple, dans le CrossFit Kids, c'est la même chose. C'est de la motricité, c'est de l'éveil. C'est de l'éveil de tes qualités physiques, de tes capacités physiques. Et effectivement, si il y avait plus d'exploration de la part des enfants, ça serait beaucoup plus simple quand on recueille les adultes pour justement leur dire, OK, les gars, vous avez fait de l'exploration, vous avez fait de l'éveil, vous avez développé un petit peu toutes les qualités physiques ou les capacités physiques. Maintenant, on va essayer d'aller tester un petit peu ces capacités physiques. On va continuer à les challenger davantage et on va rajouter du skill, de la compétence, tu vois. Ça serait tellement, tellement top, tu vois. Moi, c'est un peu la vision que j'aime. On verra ce que ça donne. Ouais, je suis assez raccord avec toi. Moi, j'ai souvent ce genre de conversation avec un nana où on dit, OK, si on a un môme, qu'est-ce qu'il va faire comme type d'entraînement? Donc, la gym est chez nous une obligation. Tu vois, j'avoue que j'arriverai jamais. T'as pas le choix, j'ai pas le choix. Moi, j'aimerais, quoi qu'il arrive, garçon ou fille, qui fasse des sports d'opposition, des sports de combat. Ouais. Même si, je te dis en toute transparence, hein, je pense qu'en termes de développement des qualités physiques, ça ne développe absolument rien. C'est-à-dire que tu bouges pas de la manière la plus optimale, tu développes des mécaniques de mouvement un peu artificielles, etc. Mais le mindset, la discipline. Voilà, ça développe ton cerveau. Et puis après, moi, je suis un peu parano étant ancien policier. Si un jour j'ai un enfant, je veux qu'il soit en sécurité. Voilà. Et notamment, si j'ai une petite fille, je veux qu'elle fasse ce qu'elle veut, avec qui elle veut, quand elle le veut, mais qu'elle n'ait pas peur de te trancher la gorge si l'un de ses paramètres n'est pas respecté. Tu vois, voilà. Et du coup, après avoir vu notamment le premier reportage qui a été fait sur ce Rich Running là, qui s'appelle Fittest Man in History, qui est assez mauvais, il faut quand même le dire, mais regardez-le. C'est très drôle. C'est mauvais, mais du coup, ça devient très drôle. C'est très caricatural un peu. America, fuck yeah. Je vois, putain. Gros drapeau, gros fusil, tout ça, mais du coup, c'est cool. Mais il y a quand même des images de Froning qui est en train de faire du baseball. Il a genre 5-6 ans. Et tu vois comment il court, comment il se déplace, les changements de direction. Je pense la gestion de son environnement extérieur. Et c'est pour ça que, alors même que moi, c'est pas du tout mon environnement, c'est pas du tout mon éducation, c'est pas du tout ça, mais j'aimerais que mon enfant, quel qu'il soit, il soit exposé à un moment ou à un autre à un sport de balle et à un sport d'équipe. Sport collectif, ça c'est très important. Moi, j'ai jamais fait, tu vois, par exemple, je sais que ça me limite dans certaines choses et un sport collectif, c'est primordial, je suis d'accord avec toi. Et donc, je pense que ça, et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas mis le doigt en termes de qualité physique, même dans le CrossFit, qu'on est très, désolé, j'allais parler en anglais, j'allais faire une Van Damme, mais qu'on est très égocentré, tu vois, genre ma force, ma flexibilité, ma coordination, mon ci, mon ça, et que même si dans CrossFit on dit c'est pas forcément une liste de qualité exhaustive, on s'en sert pour notre démonstration, mais qu'il y a des choses qui sont liées davantage, comme là pour le coup je vais faire Van Damme, tu vois, à savoir si tu es aware, tu vois, si tu as la conscience de savoir que tu existes, tu vois. Mais en gros, c'est de percevoir ton environnement, de percevoir les déplacements qui se font autour de toi. Quand je vois par exemple les mecs qui font. T'as déjà vu les championnats du monde de chats? Ouais. Ok. Écoute, l'air de rien, le mec il est conscient de son environnement, de sa position du corps dans l'espace, de là où se trouve l'autre personne qui est en train de lui courir après, etc. Je pense vraiment qu'il y a une vraie faculté physique là-dedans et que voilà, il y a un petit mix à faire. Et qu'effectivement, entre la gym, quelques sports d'opposition, des sports collectifs avec gestion d'objets annexes, tu as moyen sans doute de construire une base très saine, tu vois, pour un enfant, aussi bien en termes de pratique physique que en termes de développement intellectuel et cognitif, même dans ton rapport à l'autre, tu vois, gagner, perdre, avoir le soutien de ton équipe, tu vois, enfin voilà, subir l'exigence d'un entraîneur.
et que franchement, on a des choses dont on peut encore, à mon avis, continuer à s'inspirer pour le développement des générations futures. Carrément. Cool. Écoute, est-ce que ça signerait pas là la fin de ce premier épisode qui, on vous le dit, sera un diptyque entre le Shaker Show et Intuitive Training? Je pense que c'est une bonne fin, c'est une bonne conclusion. Et de toute façon, il y a toujours des choses à dire, de toute manière, on pourrait continuer avec Hailey, je pense, plusieurs minutes et plusieurs heures encore. Mais du coup, on va faire une deuxième partie un petit peu pour ça. On fera sans doute une deuxième partie avant de vous quitter. Je vous rappelle du coup que si vous voulez donc découvrir davantage le travail de Thomas, qui est vraiment incroyable, et même si vous êtes un pratiquant de CrossFit, moi j'ai de très bons potes à moi, Maxime Lecomte que tu connais, David Lepic que tu connais, qui sont parmi tes clients et qui vraiment ont profité de ton expertise. Voilà, rendez-vous sur www.intuitivetraining.fr. Vous allez pouvoir y retrouver plein de programmes. Vous pouvez avoir du suivi à distance si vous avez besoin, des programmes qui sont déjà préconstitués pour vous aider peut-être à dépasser certaines difficultés que vous rencontrez vis-à-vis de certains mouvements. Sur leur compte Instagram aussi, il y a beaucoup de ressources, notamment si vous êtes pratiquant, mais aussi si vous êtes coach, qui sont partagées par Thomas. Et vous l'avez compris, c'est quelqu'un de très éclectique, dont vraiment vous pouvez vous inspirer. Et puis, je le mettrai en description, mais il n'est pas impossible qu'en rentrant le code Shaker Show, eh bien, vous ayez l'opportunité d'avoir un petit kickback, une petite réduction dans les semaines à venir sur les programmes de Thomas. Et voilà, une nouvelle fois, je peux que vous inciter à vous y rendre, ok, intuitivetraining.fr et Thomas Tapti sur Instagram si vous voulez lui donner un petit follow et un petit peu de love. C'est Wild Soul Trainer. Ce sera aussi dans la description. Ah, tu vois, ça, j'ai voulu le changer, mais en fait, quand tu le changes, c'est compliqué une fois que tu as une idée. Parce que c'est une idée que j'ai eue ça il y a 6 ans, en fait. Mais aujourd'hui, en fait, ça va plus du tout avec ma vision des choses. Tu vois, je trouve que ça fait un peu, tu vois, girlish, influenceuse, un peu, tu vois. On sait pas trop, mais bon. Voilà, ça reste. Ouais, moi, j'aime bien. Les gars, j'aurais dû vous teaser ça au début d'épisode, donc je le ferai sur le prochain. Mais sachez que dans le prochain épisode du Shaker Show, il n'est pas impossible que je vous présente en avant-première exclusive mondiale le tout premier teaser ou une version d'un teaser autour du documentaire qui s'appelle le No Filter Doc, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Nouvelle fois, si vous faites partie des courageux, genre des mecs qui m'envoient gland par DM sur Instagram, ça veut dire que vous en êtes toujours là à 1h16 de podcast. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est toujours à 1h16 ou à 1h17 que je commence à parler directement à mes auditeurs parce que je sais que c'est que les courageux qui sont là. Qui sont encore là. Ouais, exactement. Franchement, si vous arrivez à suivre le compte Instagram du No Filter Dog, vous me rendez un grand service. Et dans le prochain épisode, promis, je vous fais un cadeau. Je vous présente l'un des premiers teasers officieux du documentaire, que vous puissiez commencer à mettre un petit peu des images et des sons sur ce projet qui me tient particulièrement à cœur, qui sortira en 2024. Avant de te laisser partir, Thomas, j'ai juste un dernier truc à te demander. C'est la tradition au sein du Shaker Show. On conclut toujours l'épisode par une recommandation de chacun des protagonistes de l'épisode. Donc ça peut être un bouquin qui t'a marqué, un film que tu recommandes, un documentaire, n'importe quoi, un podcast, ou même ce que tu veux, mais en tout cas une recommandation pour les gens qui écoutent le podcast. Et c'est moi qui dois donner la recommandation. C'est toi qui donnes la recommandation. C'est pas facile, hein. Les gens, ils répondent assez rapidement à ça. Mais quoi? En tout cas, au moins, ça permet, tu vois, moi, j'ai beaucoup été construit par des références qui m'ont été offertes par d'autres et d'autres gens qui, d'ailleurs, pour qui j'avais beaucoup de respect. Et finalement, ça m'a aidé à digérer tout ça. Et donc, je trouve ça cool. Et ça en dit parfois un peu long sur toi. Non, mais attends, je vais réfléchir pas trop longtemps parce qu'à un moment donné, une référence importante. Si. Il y a un livre que j'ai lu il y a bien longtemps, d'ailleurs, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais. C'est. Il faut que je me rappelle du titre. Là. Comment c'est le titre? Putain, je vais m'en rappeler. Je pense que c'est un livre que tu as peut-être lu qui est avec le mentor de ce mec-là. Donc, c'est un mec qui est gymnaste, il s'appelle Socrate et tout. Ah là 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 là. Le titre de Warrior. The Spirit Warrior, je crois que c'est ça. Ok, ça raconte quoi du coup? En fait, c'est l'histoire, c'est assez philosophique et en même temps c'est intéressant quand tu fais de l'entraînement. C'est l'histoire d'un mec qui est gymnaste et qui se blesse et il se retrouve finalement à avoir comme mentor un mec qui s'appelle Socrate. Et en fait, c'est tout un voyage en fait sur sa reconstruction, sur un petit peu le fait que il essaye de gérer
son entraînement et sa perte au niveau physique, tu vois, parce qu'il s'est blessé, et comment il arrive à se reconstruire vis-à-vis de ça. Donc, non, c'est assez intéressant. Et franchement, moi, ça, c'est un livre qui m'a plu parce que, en vrai, moi, je lis peu de romans. Je lis surtout c'est pour ça que je te disais, c'est difficile. Je lis surtout des revues un petit peu, tu sais, scientifiques ou des trucs comme ça. Mais c'est pas mal. Et sinon, un autre truc que je pourrais donner qui est vraiment intéressant, je pense que tu as déjà lu, mais les jeunes, ils lisent plus trop ça maintenant. C'est la plateforme T-Nation. Ok, je sais pas si tu en as déjà entendu Oui, oui, parler. oui. Ok, et c'est une plateforme intéressante parce que pour notamment les nouveaux coachs, il y a plein d'articles, mais genre de folie sur plein de personnes qui sont mes mentors, des gens comme Di Franco, des gens comme Christian Thibodeau, tu vois, c'est vraiment assez riche. Et en plus, ça change tout le temps. Donc moi, j'ai beaucoup lu, je lis plus trop cette plateforme. Maintenant. J'ai beaucoup lu cette plateforme pendant des années et il y a toujours des choses intéressantes. Et en plus, ils sont pas enfermés dans du bullshit, c'est-à-dire que Non, voilà, voilà, s'il y a straight to besoin the point. de dire certaines choses, ils vont le dire. D'ailleurs, ça s'appelle T-Nation, les gars, c'est pour Testosterone Nation. Non. Donc voilà, mais c'est bien parce qu'au moins c'est franc du collier. Moi, les gars, ma recommandation pour l'épisode d'aujourd'hui, elle est simple, ok, et elle est audiovisuelle. Je vais essayer, même si c'est pas très très bien, de vous mettre un lien dans la description du podcast. Mais j'aimerais, si vous en avez la chance, même si c'est pas un truc qui vous transporte, de jeter un coup d'œil au combat qui a eu lieu le week-end dernier entre Ngannou et Tyson Fury. Euh, Pourquoi est-ce que je pense que c'est un truc en tant qu'entraîneur et fan de CrossFit qui est important euh, pour différents niveaux. La première chose que j'aimerais dire, et je n'ai pas envie de me transformer en analyste de sport de combat parce que j'ai vraiment pas l'expertise, mais en tout cas, ça a fait couler beaucoup d'encre, le fait de savoir qui était volé et pas volé. De mon point de vue, Tyson Fury est juste un gentleman incroyable. C'est un mec qui prépare un vrai combat qui pour lui a un enjeu parce qu'il peut conserver ou perdre sa ceinture au mois de décembre et il accepte de faire un combat contre un mec un petit peu autodidacte alors qu'il est en plein dans sa préparation. Et du coup, certes, c'est un sparring appuyé qui va lui rapporter des millions de dollars. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était fait, selon moi, d'une manière très élégante. C'est un combat en 10 reprises qui va jusqu'au bout, avec une ceinture qui n'est pas en jeu, ce qui permet du coup aux deux boxeurs de se livrer un petit peu et donc d'éviter de tomber sur des combats des fois un peu, ouais, on va le dire, ridicules, où parfois on se rend bien compte que il y en a un qui a vraiment le pied sur le frein pendant que l'autre il est complètement aux fraises. Et c'est pas du tout le spectacle auquel on a eu droit. Et dans le même temps, je pense vraiment que Tyson Fury, sans dire qu'il aurait pu fatalement battre Ngannou ou pas, parce que franchement, je n'ai pas la moindre idée, mais je vais te dire aussi la manière dont je vois les choses avec un œil de boxeur très amateur, c'est que lorsqu'on voit Ngannou qui a la bouche grande ouverte à partir du round numéro 4, tu sais que le mec qui est en face, peut-être, qui décide de pas accélérer comme il aurait pu accélérer, pour que ça aille au bout du combat et qu'on ait finalement un scénario, je vous l'accorde, très convenu et parfois un petit peu décevant, à la Rocky Balboa, où lorsqu'il termine, pour ceux qui ont vu le film, son combat contre Creed, le tout premier, ok, Creed conserve la ceinture, mais finalement Rocky, à partir de là, s'impose comme vraiment un véritable boxeur de boxe anglaise, qui lui permettra d'ailleurs dans le 2 de combattre Mr. T et du coup de venir récupérer la ceinture de champion du monde des poids lourds. Je pense que c'est un peu le même genre de scénario un peu convenu auquel on a assisté. Je pense que c'est un geste très élégant de la part de Tyson Fury d'avoir fait en sorte que le combat aille jusqu'au bout. Je pense qu'il y a beaucoup d'affection entre les deux hommes, malgré ce qu'ils peuvent bien écrire sur les réseaux sociaux, à en juger par le bisou que fait sur le front Tyson Fury sur Ngannou à la fin du combat. Mais néanmoins, je crois que ça n'enlève rien, mais alors absolument rien à la performance de ouf de Francis Ngannou et surtout à la surprise et à la torpeur qui a dû toucher Tyson Fury lorsqu'il se prend un coup dans la gueule et qu'il termine le cul par terre. Mais pourquoi est-ce que je vous fais la recommandation de ce combat? C'est pas pour tergiverser sur le résultat, mais c'est juste parce que je pense que c'est une très très belle illustration de, d'un modèle qui est un peu le modèle du CrossFit, qui démontre comment parfois le fait d'être un bon généraliste peut vous aider, même parfois à surprendre quelqu'un qui est un spécialiste. Et que donc, je pense que ce qu'il y a à retenir dans ce combat de Francis Ngannou, c'est que c'est quelqu'un avec une physicalité impressionnante. Et je pense qu'il a beaucoup surpris le spécialiste, qui est Tyson Fury, qui a sans doute un niveau de boxe anglaise à des années-lumière de celui de Francis, mais à quel point est-il fit? À quel point a-t-il des capacités physiques transférables euh, y compris à son sport. Donc je pense que ça, c'est un bel exemple de ce que ça peut amener d'avoir une belle physicalité pour atteindre des objectifs qui ne sont pas de votre domaine de base. Et puis je pense aussi que pour ceux qui aiment vraiment un petit peu la boxe anglaise, si vous connaissez le style de combat de Tyson Fury, vous savez qu'il aime bien
enrouler les têtes, aller glisser des uppercuts, etc. Faire un peu de, on va le dire gentiment, de dirty boxing. Regardez son dernier combat contre, ah mince, euh, bref, contre Wilder pour vous rendre compte de ça. Et puis là, rendez-vous compte comment du coup le généraliste, celui qui pratique en l'occurrence le MMA, bah, lui tombe moins dans ce type de piège parce qu'il arrive à se défaire de ça, parce que parfois il se glisse dans son dos, parce que lui-même, Francis Ngannou, n'est pas le dernier à faire deux, trois trucs un peu dirty avec la main sur la nuque de Tyson Fury pour lui enfiler des parpaings. Bref, du coup, quoi qu'il en soit, c'est voilà, même si vous n'aimez pas la boxe, si ça vous intéresse de comprendre aussi toutes ces positions que parfois moi je peux prendre dans les podcasts sur qu'est-ce que c'est que l'approche généraliste par rapport à l'approche d'un spécialiste, les avantages et les dangers de l'un et l'autre, et bah regardez ce combat parce que si vous regardez ça avec un œil un peu philosophique, bah, il y a plein de jolies métaphores sur l'intérêt qu'on peut avoir à continuer à chercher à être le meilleur généraliste sans pour autant renier le fait d'avoir envie de s'exprimer dans des domaines jugés plus spécialisés. Voilà, c'était l'épisode du Shaker Show. On vous dit à tout bientôt. Ciao.